Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Salut, Coupé. salut, bonjour. Et je suis avec toi, Jolan, aujourd'hui. Et Bonjour on Tony. n'aura pas Vincent cette fois-ci, contrairement à pas mal d'autres Oui, fois. c'est vrai, c'est vrai. C'est la première fois, je crois qu'on se retrouve juste tous les deux pour l'émission. Ah, je Il me crois, ouais, semble. que... Et puis ça fait longtemps en plus qu'on t'a pas Oui, vu dans l'émission. c'était le retour. Donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, donc, on va parler des sorties de quelques sorties de la Ouais, semaine, pas de c'est tout, ça. de quelques-unes. Mhm. On va parler par exemple de Parthénope, on va parler de The Insider et de Vers un pays inconnu. Et bonjour Colin. Bonsoir. Et après, on va revenir sur quelques films qui étaient à l'affiche. Certains, on en a déjà parlé dans l'émission, comme Mickey Ouais. 17. Bon, on ira peut-être plus rapidement dessus du coup. Ouais. Et on ira un peu plus rapidement dessus, tout à fait. Et on reviendra sur encore de la rétrospective, Ouais. notamment des films qui passent actuellement à l'Institut Lumière, Mhm. sur du Stephen King, par exemple, et sur d'autres films dont on parlera tout à l'heure. Eh bien, j'espère que le son est bon aussi à Est-ce qu'on nous distance. N'hésitez entend? pas à nous dire, et bonjour, le poisson rouge, non pas les gouttes, d'accord. Ça me dit quelque chose de ce nom de. Enfin, je sais pas qui c'est, mais ça me dit quelque chose. Et du coup, moi, je te propose qu'on puisse commencer avec le premier film. Ouais, on commence direct avec le Sorrentino. Ça Tu te veux que va? je commence du Donc, coup? Paolo Sorrentino, donc, qui avait C'est ça. fait il y a quelques temps un film sur Netflix, Ouais, La main de Dieu. un truc comme ça, C'est ouais. ça. Et qui était passé en avant-première, nous, à Lyon, Ouais. notamment dans le Festival Tu Lumière, l'avais vu au cinéma du coup mais qui est pas ou... sorti, ouais, qui est pas Ouais, mais sorti au cinéma. t'avais pu le voir en salle quand Ouais, même, du moi coup, j'avais avec pu le le voir festival. en salle, mais Ouais. la plupart des gens, je pense, ont pu le voir que sur Netflix. Eh bien, bonjour Madouilou. Donc, c'est Bonjour, ici bonjour. qu'on dit que Je c'est vois pas ici tout en fait. qu'on dit que Sorrentino tourne avec une main dans un endroit précis, Ah, d'accord? On en reparlera, ça peut être intéressant. ouais, ça j'avoue. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui te connaît puisque tu as un t-shirt Kinox. Oui, bah du coup ça doit être peut-être quelqu'un de Kinox, je ne sais pas. Bah, n'hésite pas à dire Certainement. juste avant qu'on parle du Ah film oui, ce que c'est Kinox, on peut-être. représente toujours Kinox, MDR. Non, bah c'est juste l'association de cinéma Lyon 2. Dans lequel des fois j'aide un peu, mais j'avoue que je ne suis plus un membre si important dedans, quoi. Mais il y a toujours des trucs, ils passent des films toutes les 2 semaines en ciné-club, ils aident pour la création de courts-métrages étudiants, voilà, ce genre de choses, en Et gros. si vous voulez des places réduites aussi, Et des oui, coups de réduite, c'est c'est vrai là-bas. qu'on peut avoir des places réduites grâce à Kinox, au Cinéma Lumière, au Zola, au Grand Scénario, et j'en oublie sûrement un, mais voilà, je crois que c'est ça. Ah oui, il y a un cinéma à côté de Lyon 2, en fait, je sais plus le nom là, j'ai oublié, mais pas très loin. Et c'est ouvert à toutes et tous. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc n'hésitez pas, même c'est assez vite rentable hein, pour le coup, si jamais. Oui, clairement. Donc on va commencer à parler de Allons-y, Parthénope. ouais. Donc Parthénope, moi je l'ai vu au Festival de Cannes parce qu'il OK, était ah oui. en compétition Mmh. officielle. Donc c'est un film comme on a dit de Sorrentino qui se centre sur la beauté entre guillemets, je sais pas comment dire. Oui, oui, d'un personnage féminin en tout cas, qui Voilà, s'appelle Parthénope du coup, c'est ça. du nom d'une ville quoi, enfin Oui, d'un endroit quoi, en Italie. beaucoup de références C'est ce italiennes, qu'on oui, oui. tout à fait. Ah oui, on ressent que c'est un film italien. Bah, de toute façon Sorrentino, on le ressent tout le Mm. temps ça, mais là pour le coup, rien que les paysages qu'il montre, les lieux qu'il montre, il y a encore l'importance de la religion, enfin tout ça quoi, c'est toujours aussi important chez lui. Hem Par rapport à ce film, j'avais quand même entendu moi que ça divisait pas mal. Ah oui, toi tu es dans la team. Non, non, mais j'entendais que Ouais, ça divisait beaucoup en fait comme film et moi j'aime bien Sorrentino de base. oui, J'aime plutôt bien oui. Sorrentino. Justement, La main de Dieu, on en a vite fait parler, mais je l'avais vu aussi au cinéma. Moi, c'était à Montréal dans un festival aussi de cinéma et pour le coup, ça avait été peut-être mon plus gros coup de cœur du festival. Donc pour dire à quel point genre voilà, il y a des fois, Sorrentino, il peut vraiment, énormément me plaire, comme des fois je suis un peu plus perplexe et hem et là j'avoue que en fait on retrouve, hein, le style de Sorrentino, hein, pour le coup Bah, quand même, hein, graphiquement, en réalité, il y a plein de choses qui évoquent déjà son cinéma oui, d'avant. Et graphiquement, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le film, hein. Déjà, ouais, ouais, il y a ouais. vraiment un travail sur l'esthétisme, etc. Mmh. Euh, ça fait limite cliché avec le personnage principal parce que on veut s'ancrer sur la beauté. Mais moi, par exemple, je vais tout de suite rentrer Vas-y, dans, vas-y, tout de vas-y. suite dire des trucs, mais je trouve que le scénario est juste vain globalement. Il va un peu nulle part et en plus il s'adresse pas à moi. Jamais il s'adresse à moi, il s'adresse à peut-être des gens qui connaissent très très bien Naples par exemple ou en tout cas l'Italie. Mais moi il me prend, il arrive jamais à me capter, il arrive jamais à me faire
donner de l'intérêt pour ces enjeux. J'arrive à comprendre le film, mais j'arrive Mmh. pas à voir l'intérêt de ces enjeux. Et moi, c'est vraiment un gros problème scénaristique que j'ai avec le film. Et globalement, ça fait partie des films que je dis des films chiants, mais qui m'intéressent pas. Parce qu'il y a des films chiants bien, et là, il y a des films Oui, chiants qui ne je vois. m'intéressent pas. Bah, en réalité, j'avoue malheureusement que je suis un peu d'accord avec toi. Du coup, je suis un peu de ton côté aussi. Parce que je trouvais, par exemple, on va dire que dans la première partie du film, il y a des enjeux qui se développent quand même. On a une sorte de trio amoureux un peu bizarre qui me posait problème, hein, des fois, hein, au niveau Puis même sur moralement et tout, hein. même sur la scène Mais d'intro du film, oui, oui, où on voit c'est vrai l'histoire qu'on de voit un peu Partenope au des début, on se dit, il va peut-être y avoir un truc qui va flirter avec le genre, mais pas du tout. oui, c'est C'est ça. pas du tout ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, Anto, tu n'aimes pas qu'on divinise la beauté d'une jolie fille en plein... Oui, bah il y a un peu, c'est Bah, un ouais, peu il y a un vrai, peu Paul ça. Matrix, Ouais, bah, en désolé, fait, dès c'est la exprès. bande-annonce, je le sentais, hein, oui, c'est vrai aussi, hein, ouais, la référence à la sienne et tout, j'ai napolitaine. Non, mais en fait, c'est que le film, thématiquement, il y avait plein de trucs très intéressants, et je trouve que dans la première partie, même si je la trouvais pas parfaite, hein, déjà, j'avais des problèmes, il y avait au moins, je trouve, des enjeux qui se dégagent. Il y a, comment dire, des liens entre les personnages, et il y a quand même des scènes quand même assez belles, un peu de on sent, voilà, enfin, qu'il y a du désir entre eux, quoi, entre ces personnages. Et après, malheureusement, je trouve que le film se perd énormément et en fait, on sait pas trop où il va comme le personnage principal, mais du coup, sauf que des fois, ça revient sur les rails de son, truc professionnel, quoi, où elle est, du coup, le personnage principal, Parthénope, fait des études Ouais, tout à fait. d'anthropologie. Enfin, c'est ça qu'on comprend. Enfin, justement, elle pose la question plusieurs fois, genre, «Qu'est-ce que c'est l'anthropologie?» D'ailleurs, un acteur, qui est un peu récurrent des films de Sorrentino, un acteur assez connu, italien, j'ai plus le nom malheureusement. Celui qu'on voit dans la Hem, dans série la série The The Young New Pope Pope et The aussi, New ouais, c'est Pope, ça, exactement. Qui d'ailleurs est une série que bien mieux. j'adore. Je suis absolument fan et que je trouve en plus il y a une scène, comment dire? Dans une immense église et tout ça, que je trouve tellement en dessous de tout ce qu'il a fait dans The Young Pope et The New Pope, c'est tellement décevant. Enfin, alors qu'il sait très bien filmer ça justement. Ouais, Et c'est oui, globalement décevant, hein, je suis d'accord. ah ouais, ben en fait, on dirait que le film, il sait plus trop où aller et alors je trouvais que la fin, j'étais en mode presque: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Je ne comprenais même plus la thématique. Enfin, en fait, je voyais un peu l'idée, mais justement, je trouvais ça complètement, survolé et il se perdait un peu dans toutes les idées qu'il voulait faire parce que je trouve qu'il veut parler de beaucoup de choses en même temps, Et globalement, oui, on parlait un peu, moi j'en parlais un peu avec Vincent, donc qui peut pas venir Ouais. pour aujourd'hui, mais on se disait que oui, il y a un petit côté rétrograde clairement dedans, enfin pas qu'un petit côté, même un bon côté Par rapport à la rétrograde, on va dire. représentation de la femme, oui, C'est ça, c'est ça, ouais, j'imagine. et Oui, du oui. coup, ça dénotait beaucoup avec le reste de la compétition à Cannes, par exemple, tu vois. Ouais. Où là, il y avait Je me d'autres. rappelle plus, il y avait Après, quoi déjà? il y avait The Substance, Ah oui, 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 qui OK, par traite rapport à beaucoup ça. mieux le sujet. Ah Il y bah oui, avait, bien sûr, oui. il y avait des films comme Emilia Pérez, malgré Oui, tout ce qui a c'est pu se vrai que passer pour le autour. coup, sur ce Voilà. point-là, le film n'est pas raté, quoi. Oui, oui. Et du coup, on pouvait ranger facilement Parthénope assez proche finalement du film de Coppola dans son traitement du personnage Je vois féminin, ce que quoi. tu veux dire, oui, Même oui, si oui. ça allait pas non plus jusqu'à certaines grossièretés qu'avait mis Coppola dans son film, Alors oui, je mais trouve. Mais bon, je vais pas rentrer sur le débat sur Coppola, mais parce que c'est pardon, autre pardon. chose. Non, mais oui, par rapport à Partenope, en fait, c'est qu'il y a en fait, j'ai l'impression que des fois, il va être un peu en mode juste, heu, en gros, je crois que l'idée quand même du truc, c'est que vraiment dire, qu'il y a une métaphore entre, voilà, la beauté de la ville et la beauté de la femme, quoi, enfin, du personnage, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, Oui, et là, tu dire quoi? il dit, Mad Willow, que le Ah, problème, c'est bah, même justement, pas une ode à Naples. Le personnage féminin, à part dire elle est belle et elle se fait oui, objectiver, non, c'est vrai. tu ne peux rien dire, et les personnages secondaires sont inintéressants. Alors en fait, moi, Je ça suis va pas plus du tout loin que ça. d'accord en vrai, Parce hein. Les que personnages secondaires sont assez pauvres, hein, En aussi, hein. en fait, moi, ce qui me gêne plus que ça encore, c'est que autant il jouerait vraiment du fait de représenter la beauté, mais en fait, pour moi, il ne fait que le dire, mais il ne le montre même pas. En fait, Mmh. il n'utilise pas le cinéma pour ça. Il utilise juste Oui, l'aspect vraiment artificiel, c'est-à-dire tout l'aspect photo, tout l'aspect bon cadrage, beau cadrage, etc. Mais il ne fait jamais ressentir que son personnage émet de la beauté non plus, quoi. oui, c'est vrai. C'est très, très Et artificiel. puis Il y a aucun moment où je me suis dit: «Tiens, il essaye de me montrer, de m'envoûter dans une beauté». Pas du tout, en fait. Il est pas du tout là-dedans. Ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire si on voulait avoir un avis de montrer, la beauté un peu comme on pourrait voir dans des représentations de films plus anciens, comme La Femme fatale, et cetera, on n'est pas du tout là-dedans, hein, dans ce non, film. non, 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 c'est vrai.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à en fait, ça m'a fait penser à un lien avec un autre film que, pour le coup, moi, je trouve marche, en tout cas, sur ça. Je pense qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas d'accord. Mais en vrai, il y avait un peu ça aussi dans The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, où il y a un personnage féminin qui est représenté, où tous les personnages autour disent elle est magnifique, elle est sublime et tout. Mais justement, je trouvais que ça marchait bien dans le Oui, cadre de The Neon Demon parce qu'on parle de la mode déjà, on parle d'un et univers qui est en plus très codifié au niveau des oui. normes esthétiques, de comment doivent être les femmes. Et en plus, je trouvais qu'il y avait tout un jeu sur elle, elle en joue sans en jouer. Il y a tout un truc genre elle joue sur ça et en même temps elle fait croire qu'elle est un peu une ingénue et tout ça. C'est cliché hein, justement sur les femmes, mais qui justement jouait avec tout ça, Puis il joue avec le avec tout un genre, truc et avec le genre. Oui, tu veux dire genre cinématographique dans le, ou le enfin, genre de. genre proche de l'horreur et Oui, tout voilà, ça. c'est ça, oui, exactement. Tout ça. Alors que là, bah, en fait, on est quand même dans un film très basique pour un film de Sorrentino et qui va pas vraiment plus loin sur ces sujets-là, quoi. Donc c'est un peu dommage. Du coup, extrêmement, ouais, extrêmement d'une part décevant et en plus, ben 20 quoi, Mhm. globalement. Alors attends, il y a des. Ouais, du coup on est d'accord sur The Diamond. Non, il y a Colin qui disait, si on compare à La Grande Bellezza, quelle est la différence entre cette vision de la beauté? Je l'ai pas vu, En moi. vrai, alors moi j'aime beaucoup La Grande Bellezza. En vrai, en fait, il y a un peu la même vision, mais justement, alors exactement, je suis d'accord avec la réponse qui a été faite, mais justement, je trouve que ça va beaucoup plus loin dans comment c'est exploité en fait dans le film. Bonjour, bonjour Nosferatu Geek. Alors que là, en fait, on reste vraiment, je trouve, très en surface, malheureusement, sur ça, malgré la beauté des plans, malgré des idées hein, dans la mise en scène, je trouve intéressantes, des fois dans des, comment dire, dans des transitions entre certaines époques, parce qu'en fait, on retrace quand même une grande partie de sa vie. Malheureusement, je trouve que c'est un peu dommage, mais il y a une énorme ellipse vers la fin qui fait que d'un coup, on la voit vieille, bon, et qui justement voilà, encore tourne autour de ça, je trouve, de façon très, très en surface. Donc oui, je suis en vrai assez d'accord avec toi, le film est un peu vain, et je trouve que c'est une critique qu'on fait souvent à Sorrentino, des fois de dire «Ah, c'est un peu vain, ces films, c'est juste beau». Et je le trouve vraiment pas, et là, pour le coup, malheureusement, je trouve qu'il c'est pas de l'auto-parodie, mais presque à certains moments, quoi. C'est un peu dommage. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais j'ai pas grand-chose de plus à dire, tellement Mmh. qu'il y a pas grand-chose à dire sur le film, je trouve. Mais bon, enfin, peut-être que certains d'entre vous vont l'aimer. Moi, je pense que c'est pas un film qui sort dans la bonne époque, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui va pas. Bah, même il fait vieux pour, film qui serait sorti il y a 10 ans, je pense. Et pour revenir sur ce qui vient d'être dit, oui, oui, ça parle pas que de la beauté, évidemment, les films de Tarantino. Ça parle aussi de la vacuité un peu de cette beauté, justement. C'est pour ça, souvent, on parle de vacuité dans ces films, alors que justement, c'est un peu l'intérêt. Enfin, des fois, il parle de. Enfin, je trouve que c'est très mélancolique, toujours, ces films. D'ailleurs, Parthénope l'est aussi. Et je trouve que dans l'ambiance du film, ça marche plutôt bien encore. Mais là, pour le coup, bah, il y a ce côté un peu vain qui rend cet aspect-là, un peu plus irritant que dans d'autres de ces films où justement il y a vraiment, quelque chose de mélancolique dans tous ces personnages, dans leur errance justement, et il y a toujours cette idée d'errance dans ces films qui est encore là une fois dans ce film, mais qui pour le coup, je trouve qu'elle n'aboutit à rien quoi, et c'est ça le truc qui est dommage. Oui, mais là, je pense quand même, on verra ce que nous dit l'avenir, mais à mon avis, le film est pas bien parti Mmh. pour marcher Je pense pas sur qu'il longtemps. fera date même dans la carrière de Sorrentino, donc malheureusement, ouais. Voilà, bon, l'avenir nous dira. Mais bon, on va passer du coup au prochain film, Mmh. donc film de Steven Soderbergh, donc qui avait déjà réalisé des films dans un casino de Troyes, c'est ça? De quoi dans un casino? Tu C'est... parles de Ah, je me suis gouré Tu du parles coup? duquel? C'est celui-là que tu penses que c'est Non, dans un non, c'est pas casino? celui-là, non. C'est pas du tout dans un casino, Non, mais ce film. qui avait fait les Oceans, quoi. Oui, les Euh, Ocean's Eleven, ouais, j'étais pas sûr de ce que tu voulais dire. Je voulais juste dire qu'il avait fait d'autres films, c'est tout. Et qui a sorti un film il y a pas longtemps, qui est Présence. C'était quoi, il y a même pas un mois, C'est je ça, crois, et je crois que c'est ça. dont on a déjà parlé dans l'émission, Ouais, et je vous invite j'étais à aller pas là, voir. mais j'apprécie aussi pas mal Présence. Enfin, je sais pas ce que vous avez dit, je crois que vous aviez aimé, hein, Bah, Présence. c'était, enfin, en tout cas, moi, j'ai plutôt aimé le film. Colin Mhm. en avait parlé aussi plutôt en bien. Donc, moi, je pense que c'est quand même un film à voir, Présence. Ouais, Et du coup, je n'ai pas vu totalement. The Insider, donc je vais Oui, l'écrire sur la petite oui, affiche. oui, c'est vrai. The Insider, qui s'appelle aussi Black Bag, du coup, en version originale, juste pour dire. Euh, ouais, je regarde juste un peu ce qui a été dit. Oui, du coup, The Insider de Soderbergh, donc c'est
Soderbergh qui enchaîne les films, encore une fois, hein, il n'arrête plus. Et comme vous l'avez sûrement dit la dernière fois, Soderbergh qui revient au cinéma, quoi, aux salles de cinéma, je veux dire. Parce que du coup, ça faisait un petit moment qu'il faisait pas mal de films sur les plateformes. Et ça faisait plaisir. Il faisait des films super déjà, hein. Notamment, j'avais beaucoup aimé No Sudden Move, qui était un peu un thriller, mais dans les années 20-30, enfin en tout cas avec cette esthétique film noir. Et en fait, ce qui est intéressant avec Soderbergh, c'est qu'il essaye tout, il fait tout. Et même quand il réussit pas complètement, c'est toujours intéressant en fait. Et c'est ça que j'adore avec ces films. Et là, The Insider, donc oui, il revient un peu à ces thématiques un peu chères, ou en tout cas son style qu'il aime bien, qui sont les films un peu de thriller du coup. La thriller politique en vrai. Parce que du coup, voilà, comme tu disais, c'est évidemment le réalisateur des Ocean's Eleven. Et il a fait d'autres films un peu comme ça, de thriller politique dans le style, où, voilà, mais tous assez différents, mais qui ont du coup un peu sa patte. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi sur plusieurs membres d'une organisation, des Donc organisations un peu c'est Ocean en secrètes. fait, c'est pareil. Sauf que, Ah, sauf que là, c'est pas on se réunit pour faire quelque chose ensemble. C'est plutôt le personnage du coup de Michael Fassbender, qui est un personnage extrêmement froid. On dirait en fait son personnage dans The Killer de Fincher. Si vous avez vu le film, on dirait presque ça, sauf que là, il tue personne. Enfin, en tout cas, je ne spoil pas, mais en tout cas, voilà. Mais là, au contraire de se réunir pour faire un projet, c'est plutôt une personne au milieu de ce, voilà, enfin, un des membres qui va se rendre compte qu'il y a une top en fait, et qui est en train de faire quelque chose, qui est en train de les mettre dans la merde, quoi. Et qui est en train de mettre dans la merde au niveau politique, carrément. Parce que le film, en plus, fait des liens, carrément, avec l'actualité, puisque on traite un peu aussi de la guerre en Ukraine, en fait, carrément. Il y a des liens politiques avec ça, quoi, que ça a un impact direct sur la réalité. Et du coup, Fassbender, voilà, pendant tout le film, on est dans son point de vue et il essaye de décoder ce qui se passe et de comprendre dans tout ce sorte de puzzle un peu complexe qui est en train de l'avoir, quoi. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Enfin, j'aime bien le film comme voilà, comme à peu près tout le temps avec Soderbergh. Je pense pas que ça soit un pic de sa carrière non plus, mais c'est toujours hyper plaisant à voir. Je l'avais vu avec Colin en plus, qui est dans le chat, et on avait à peu près ce même avis qui était que, bah, encore une fois, en fait, c'est extrêmement efficace. Il y a des scènes qui fonctionnent extrêmement bien en termes de montage et de découpage, notamment une scène de repas. Où il y a tout ce jeu justement de trouver qui est la top justement et que lui il va faire en fait, enfin, selon les questions et les jeux qu'il met en place, il y a ça. Et, et puis, en fait, on sent aussi les acteurs qui sont dans le film. Il y a Cate Blanchett aussi, d'ailleurs, qui est la femme, du coup, de Fassbender dans le film. Oui, c'est vrai que c'est un film sur les relations conjugales parce qu'il y a tout un truc sur, justement, en fait, il est obligé de suspecter sa femme aussi parce que techniquement, en fait, elle est dans la liste, quoi. Euh, alors, je trouve pas que ça s'effondre, moi, pour le coup. Je trouve que ça aurait pu être mieux, mais je trouve que ça fonctionne. Je réponds à Nosferatu. Mais du coup, pour revenir sur ça, en fait, c'est que il est obligé de la mettre dans la liste des personnes qui sont aussi suspectées, bien qu'il a pas envie de le faire, évidemment, puisque c'est sa femme. Et en fait, tout le jeu va être sur ça, c'est qui doit croire, est-ce qu'il doit même croire sa femme, parce qu'on apprend que il a carrément déjà enquêté sur son propre père dans son passé et qu'il l'a fait tomber. Donc, en gros, il pourrait ne pas avoir de limite, quoi. En tant que même avec ses relations personnelles. Et du coup, moi, je trouve que oui, le film va pas toujours assez loin. Encore que je trouve que il fait son taf, quoi, en fait, le film. Et je trouve que c'est du bon divertissement, quoi. ok. Que ça soit même dans la mise en scène. Voilà. Donc un film à aller voir pour se divertir, Oui, en vrai. en dépit de si jamais par exemple ça sera pas un film hyper léché, mais on passera un bon moment Bah, quoi. non, non, c'est toujours. Alors, par contre, techniquement, c'est toujours aussi bien fait. Je Ok, trouve Soderbergh, c'est toujours très bien fait. Euh, ok, ça oui, il y a dit. un peu des twists. On Il y peut. a des trucs un peu Bon. attendus dans le film, c'est ça ou pas? Moi, je trouve qu'on. Personnellement, je trouvais que oui, des fois, il y avait quelques trucs attendus, mais je trouvais que le film arrivait assez bien à gérer Ok. dans sa construction, en fait, à faire que on est quand même pris par le truc, même si des fois, ça paraît peut-être un peu, je dis pas forcé, mais genre attendu, quoi. Ouais. Euh,
Peut-être parce que je trouvais justement les acteurs étaient assez bons et la mise en scène assez bonne pour faire passer ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur scénario de l'année, quoi. Ok. Mais ça fonctionne, quoi. Et on sent que, que tout le monde s'amuse un peu à faire ça, comme j'ai l'impression assez souvent sur les films de Soderbergh. Donc à aller voir en famille, quoi, finalement. Ben oui, en vrai. Je me rappelle pas de trucs assez hardcore dans le film. Après, bon, pas pour les enfants, quoi. Mais Oui, non. oui, bien sûr. Ben, sur ces bonnes paroles, je te propose qu'on change de film et qu'on note Très sur bien. la pancarte le prochain. Ouais, vas-y, je le fais. Donc n'hésite pas, voici le stylo. Donc le prochain, c'est Vers un pays inconnu. Donc c'est un film, alors faut que je me remette un peu le nom des réals dans la tête parce que je l'ai plus, de Madi Fleifel, si je me trompe pas. Je le dis sans doute très mal. Et ça raconte l'histoire en fait de deux cousins qui sont palestiniens mais qui viennent, je crois que c'était une sorte de camp de réfugiés au Liban ou quelque chose comme ça, et qui se retrouvent coincés à Athènes et qui ont pour but en fait de quitter Athènes parce qu'ils vivent dans la clandestinité là-bas pour rejoindre l'Allemagne. Et du coup, ils vont essayer de s'en sortir en, en essayant de trouver des contacts chez Athènes qui vont leur permettre de trouver par exemple un passeur, etc. Et en fait, le film, bon, il annonce un peu la couleur, c'est que c'est pas un film très joyeux, on va dire, dans l'idée. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas, ça, vous verrez bien. Et oui, et du coup, on va voir tout un tas d'imprévus, en fait, arriver à ces deux cousins. Et on va se retrouver, ouais. Et on va se retrouver, du coup, euh, à voir justement comment est-ce qu'ils vont jouer avec ça, comment ils vont s'en sortir sur ça et qu'est-ce que ça va créer comme situation dedans. J'ai pas envie de dire trop de trucs sur le film. Je trouve que ça reste un très très bon film. Globalement, j'en ai pas des souvenirs très fins parce que ça fait longtemps moi que je l'ai vu. Je Tu l'ai l'as pas vu vu où, cette en semaine. fait Je l'avais vu en rattrapage de la quinzaine. D'accord, Et mais pour c'était quand même une avant-première, du coup. Ah bah c'est en 2024 que je l'ai vu, Ah, ça waouh, ok, remonte, waouh, ok. c'est vraiment après le festival de Cannes, D'accord. rattrapage quinzaine. D'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion de le faire, il y a des fois des festivals, des cinémas qui font des séances de rattrapage la quinzaine ou de la semaine de la critique Oui, souvent. des autres sélections de Cannes, Voilà. ouais, ouais. En plus de quelques séances, des fois, Hmm. de la sélection officielle, mais souvent la sélection officielle, d'un certain regard, n'a pas cette possibilité de repasser une sorte d'intégrale. Là, vraiment, on a l'occasion de voir une presque intégrale en fait Oui, c'est vrai. de tout ça, nous, à Lyon, au Comédia. Et moi, j'ai trouvé quand même, c'était plutôt un Tu des le bons recommandes, du films coup, ouais. ouais, du genre, avec tout un tas de choses tout un tas de choses sur les thématiques qui sont pas traitées comme l'actualité justement, qui sont traitées plus Un regard plus par humain, tu veux dire? rapport à leur situation à ces deux personnages. Ouais. Mhm. Voilà. Enfin, est-ce qu'il y avait des choses dans la réalisation qui t'ont marqué ou c'est quoi qui t'a marqué le plus dans le film? Enfin, ce que tu te rappelles le Ben, plus moi, dessus? j'ai trouvé que le film avait quand même un certain dynamisme, c'est-à-dire que il arrivait à t'emporter avec lui, ce qui dénote un peu de tout un tas de films justement qu'on va voir qui vont prendre vraiment Sur ce beaucoup de même genre de temps. sujet en Voilà, plus, ouais. et sur ce genre de sujet. Et en fait, il va arriver vers certaines idées scénaristiques qui le rendent vraiment plus dynamique et qui font que le genre ne tourne pas que autour d'un drame ou d'un truc comme ça, quoi. Ça utilise d'autres codes dedans. Donc Du voilà. coup, que même si c'est un sujet assez dur et complexe, quoi, Mhm. qui a quand même une certaine forme de, je sais pas si c'est ça, hein, mais d'espoir ou d'optimisme, il y a un peu de ça aussi dedans ou c'est vraiment un film quand même qui est assez lourd, quoi? Mais en fait, il y a quand même un truc lourd dans le fond. Ouais. Mais parce que tu as envie quand même qu'ils arrivent à s'en sortir, et il y a vraiment un truc où tu sais que eux, ils ont pas trop le choix, quoi. Ils sont obligés de bouger pour aller en Allemagne pour s'en sortir. Mmh. Ils vivent comme des clandestins, ils ont pas beaucoup d'argent, etc. Il y a vraiment un tas de trucs avec ça. Et on voit vraiment comment ils vont galérer globalement avec ça. Je sais pas, j'essaie de Ouais, pas non, mais oui, tu essaies de pas trop en dire, je sais comprends, pas je trop comprends, je dire, mais comprends. parce qu'il OK, il y OK. a tout un truc dans le film, vous verrez si vous voyez le film, qui peut vous Mmh. surprendre. Pour le coup. Ça marche, y a pas de problème.
Mais oui, après ça reste pas non plus un film immense, que je sais pas si les gens vont je sais pas si sa sortie, vu qu'elle est un peu discrète, elle va aider le film, mais ça on verra par la suite, quoi. Bah, il y a quelqu'un en tout cas qui a dit que c'était un chef-d'œuvre, hein, qui a été Mmh. assez marqué, on dirait dans alors j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension dans Oui, oui, le bah, chat. je sais pas dans le Là, chat, j'ai capté ce qui s'est passé. Non, il y a pas de problème. ouais, bref, du coup, Vers un pays inconnu, moi je pense que c'est bien à Donc tu voir. recommandes à voir, ouais. Ouais, surtout que j'avais vu d'autres Mmh. films de la quinzaine autour et celui-là C'était un de ceux qui t'avait, ouais, un moi j'avais peu bien aimé, marqué, ouais. dans l'ensemble. OK. Mais du coup, bah, voilà, On on passe va à la changer suite. de film Au et film en là salle, là, c'est ça? et là, du coup, on va passer aux Ouais. films qui sont, OK. à l'affiche. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit quand même que c'est, assez mal distribué, donc il faudrait se dépêcher pour le voir. Ouais, J'imagine. Malheureusement, ce genre de film, ça m'étonne pas trop qu'il je me soit assez dem mal distribué, bah, mais ouais. si jamais il y a d'ailleurs, il y a Ah, je l'ai des pas vu moi, donc faudrait que j'essaie d'aller le voir déjà. si jamais il y a des gens qui diffusent, je sais pas, des films dans le chat, n'hésitez pas à C'est nous vrai, dire, c'est vrai. où on peut retrouver ces films, Ouais. par exemple. Pardon. Bah, je parlais d'un film tout à l'heure en plus qui est pas très bien diffusé aussi, donc je pourrais en parler aussi de ça. Du coup, on passe sur, Mickey 17, c'est ça? De Bong Joon-ho. Donc je pense que tout le monde est à peu près au courant quand même de qui est Bong Joon-ho, mais parce que bon, Non, depuis c'est qui? Parasite, je crois que le gars est extrêmement connu. Il était déjà connu avant pour d'autres films comme Memories of Murder ou The Host, mais donc un cinéaste qui a toujours, quand même travaillé, sur des films de genre, en réalité. Des films d'enquête, des films d'horreur, hem Et du coup, là, il décide de et de s'associer avec Disney, science-fiction. c'est ça? Pour faire un film sur Mickey? Alors, non, c'est pas le 17e Mickey, non, c'est pas exactement ça, ou en tout cas pas le Mickey que tu penses. Hem, En gros, non, là, on est, avec, Mickey qui est joué par Robert Pattinson. Robert Pattinson qui est un acteur que je trouve qui est de plus en plus intéressant, mais depuis longtemps, en fait, hein, au niveau de ses choix de carrière. Et là, bon, bah, quand même, il joue quand même dans un bon jeu haut, donc je crois quand même qu'il arrive assez haut là. Et, euh, et en gros, c'est un film de science-fiction où Mickey qui est. Bah, Mickey 17 d'ailleurs. Alors oui, mais Ça non, mais commence par là. oui, 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 c'est vrai. Mais on va dire que pour essayer de résumer, c'est un gars qui est sur Terre à la base, qui je résume à fond, hein, est dans la merde absolue. Du coup, Parce que il son business voit a pas marché. voilà, c'est ça. Il voit une porte de sortie dans un projet d'aller sur une autre planète et en gros, il se pose même pas vraiment de questions sur pourquoi, comment, voilà, juste il y va. Il signe un bout de papier. Il signe un bout de papier, ouais, j'allais y venir. Où en gros, c'est pour littéralement devenir une sorte de clone, en fait. Enfin, en tout cas, d'avoir un... Qu'est-ce qui se passe Ok. Juste pour, en gros, autorisé à devenir une sorte enfin, ouais, de clone, je sais pas comment expliquer en fait, qui pourra en tout cas être reproduit en tant que clone plusieurs fois, et que du coup sa mort n'a plus vraiment d'impact parce qu'à sa mort en fait il y a un clone qui va être recréé de lui. Et du coup c'est pour ça que le film s'appelle Mickey 17 parce que c'est le 17e Mickey que l'on suit la plupart du film. Et donc on est la plupart du temps dans une sorte de vaisseau qui va donc sur une planète où en gros ils vont essayer de récupérer, comment dire? Enfin de s'accaparer ce qu'il y a sur cette planète, hein, clairement. Enfin, en tout cas, En tout cas, le but, c'est d'y vivre. c'est d'y vivre, mais on comprend que c'est quand même aussi d'exploiter cette planète. Tu voudrais dire qu'il y aurait peut-être un personnage comme Hulk, par exemple, qui voudrait être, qui a une sorte de gros businessman dans le film? Ouais, 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 et puis Ah, en pardon. plus, je sais pas, il a un côté un petit peu showman et tout, ça me rappelle vraiment personne, vraiment. Et puis en plus, il a été enfin, au présidentiel, on comprend dans le film, donc j'ai absolument aucune idée de quel lien ça pourrait faire avec la vérité, mais bon, personnage intéressant, quoi. Non, non, en vrai, le film est très caricatural, on peut le Oui, dire. mais Enfin, comme, va dans cette idée de caricature. mais il en joue. Ah oui, bah bien sûr, bien sûr. Il en joue tout comme, ben déjà dans Okja, il jouait aussi un peu Ouais, des caricatures, tu vois. Moi, ça m'a rappelé complètement. ça, en tout cas. Oui, 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 complètement. Surtout dans son dernier acte, où là, vraiment, il va mettre les potards bien plus à fond Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. que dans toute la précédence du film. Ouais, Par contre, voilà, il y a quand même des choses, moi, dans le film, bon, globalement, c'est un film que j'ai bien aimé, OK. dans l'ensemble, mais il y a des choses que je vais dire je trouve, qui dysfonctionnent dans le film. Mmh. Je pense qu'il y a des Vas-y, vas-y. trames qu'il a lancées dans le film qui sont pas abouties.
Et du coup, soit il fallait pas les mettre, soit, bah, il fallait les traiter différemment parce que ça crée à cause de ça des personnages fonctions et c'est dommage. Et moi, je pense notamment au personnage, ben, de Anna Maria Bartolomei Oui, complètement. Je qui trouve qui le joue personnage elle joue très mal écrit, moi. il est Mais voilà, c'est ça. elle joue bien, hein, mais c'est très mal écrit comme Elle joue personnage. très bien, mais on n'exploite pas du tout son Non. potentiel vu que son personnage est globalement sert pour une fonction limite très précise dans le film, Oui, liée qui est à un vers le moment début en plus, enfin vers vers milieu même. moitié, milieu, mais Qui est après ça bien sert à rien, hein. ouais, mais si elle sert à ce enfin pour moi même plus c'est plus tard même dans le film, parce que ça sert à rien moi je trouve, justement, Mmh. mais plus tard dans le film, il y a une scène, où ils vont manger, on va dire. Ah Et oui, et oui. en gros, elle va servir on a l'impression que toute sa trame est construite juste Pour pour cette ce scène, moment. ouais, oui, complètement. Et et c'est dommage parce que du coup ça fait trop sur ça. Mmh. Alors que pourtant il y avait un autre trame qui était lancé qui n'a absolument pas été traité plus loin que ça dans le film. Sur justement, bah, le rapport qu'elle a avec, Michael Dissent, justement. Oui, Ouais. bah, en plus, oui, c'est vraiment effleuré le rapport qu'elle a avec et ça sort, je trouve, un peu de nulle part en plus à un moment. Enfin, en tout cas, le moment où il y a une sorte de lien entre eux qui se fait, je trouvais que ça sortait un peu de nulle part. Hem, en fait, alors moi, déjà, j'ai des problèmes sur ça. Je l'avoue, moi, je suis quand même assez déçu du film, pour le coup. J'ai Ouais. trouvé que c'était assez décevant. J'ai l'impression que c'est à la fois de la faute de Bong Joon-ho et aussi, j'ai quand même l'impression, au niveau du montage et tout ça, que je ne comprends pas ce qui s'est passé à certains moments. J'ai vraiment l'impression que, comme il a été sous des studios américains, il n'a pas eu les droits sur certains trucs parce que vraiment, des fois, je trouve ça un peu étrange. Par exemple, vers la fin, je trouve que le montage n'a plus aucun sens dans les scènes de combat. Des fois, je trouve ça un peu illisible. J'étais en mode, c'est bizarre, le gars a quand même fait Snowpiercer, qui est un film où je trouve, justement, qui était aussi un film américain. Enfin, en tout cas, il avait une partie produit par Ouais, un américain, où justement les scènes d'action étaient extrêmement bien chorégraphiées. Enfin, je sais pas, il y avait vraiment des idées au niveau de tout ça. Et alors que là, je trouvais que c'était assez illisible et qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux. Je trouve un peu ratés à certains moments. Pas toujours, hein. Il y a des moments où ça marche très bien, mais des fois, je trouvais ça un peu bizarre. Et je pense que personnellement, mon plus gros problème sur le film, c'est un peu aussi la narration du film parce que, bon, déjà, personnellement, j'en ai beaucoup trop marre des voix off dans les films. Alors là, le film, pendant une partie, hein, pas tout le film, mais pendant la première partie, il y a vraiment ça, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Lui qui retrace ce qui s'est passé de façon en plus pas chronologique. Donc on revient d'un truc, puis on revient dessus, et des fois je ne comprends pas pourquoi on revoit la même scène, parce que du coup on revient sur cette scène qu'il avait au début, puis ça revient, et on est obligé de la revoir en entier, et je me dis, mais pourquoi le film fait ça comme choix? Je ne comprends pas ce que ça apporte de plus, en fait. Ça me frustrait pas mal, ça. Et du coup, pourquoi avoir une voix off qui m'explique juste que ce que je suis en train de voir, ou en tout cas me redonne des trucs qui me font que enfin, je trouvais ça assez inutile. Donc ça m'a un peu frustré, en tout cas pendant une partie du film. Je trouve qu'au bout d'un moment, le film arrive un peu à se détacher de ça, notamment quand, on va dire, il y a une action un peu contre justement ce sort de gouverneur, je sais pas comment on l'appelait, mais qui gère du coup ce vaisseau. On sent que là, il y a quelque chose qui s'enclenche et on ressent un peu plus, je trouve, le style de Bong Joon-ho avec voilà, des scènes où il y a de la tension qui se met en place jusqu'à arriver avec une sorte de climax où il y a une confrontation, ce genre de choses. Ça, on avait ça dans pas mal de ces films, dont justement ces films produits, on va dire, par des trucs américains, genre comme Okja ou Snowpiercer. Euh, mais évidemment, dans Parasite ou ce genre de film, ça y allait encore plus, à un degré encore plus haut. En fait, je trouve juste que le film euh, pourrait vraiment être mieux déjà. Enfin, en fait, je sens qu'il y a des problèmes dans le montage, des problèmes dans la narration qui fait que le film est un peu restreint par certaines choses. Je trouve par contre les acteurs ressemblent assez bons. Enfin, en tout cas, je trouve dans leur euh, côté satirique, ça marche parce Oui, que ça va très ça loin hein, dans fonctionne, ouais. les personnes. Moi, ça me faisait plutôt rire à certains moments. Après, je trouve aussi qu'il y a des blagues aussi qui marchent pas trop, mais ça c'est mon style d'humour. Je sais pas, ça c'est chacun a sa sensibilité propre sur ça. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, Bah, mais moi, j'ai pas moi, ça m'a pas choqué plus que ça sur le montage, après, bon, Journo, pour c'était plus info vers la fin, hein, mais ouais, qui des problèmes. mais moi, je pense que si tu as aussi alors je sais pas si cette impression, elle est liée au fait que la première partie est plus construite, je pense, comme je vais mettre des grosses caricatures, hein, comme un Snowpiercer, on va dire. Là où la dernière partie est plutôt construite comme un Okja, on va dire. Et en gros,
Il y a peut-être cette rupture de ton qui est aussi... Parce que moi, j'ai vu cette rupture de ton, en tout cas. Je l'ai Oui, oui. perçue. Est-ce que cette rupture de ton-là, elle, joue sur la façon de voir comment est monté le film? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux dire, juste un truc sur le montage. Bong Joon-ho, c'est un réalisateur qui nous disait, parce qu'il est passé sur Lyon Oui, plusieurs fois, ouais. pour parler de comment il faisait ses films. Et il y avait une question qui disait quelle est la liberté qu'il prend par rapport au scénario, par rapport par rapport au storyboard, etc. Et en fait, lui, il dit que globalement, il prend très peu de liberté. Il fait un storyboard Oui, c'est avant, très précis. c'est très précis, il prévoit déjà tout, et après, il essaye de le dérouler. Hmm. Donc, est-ce que les studios américains lui ont empêché de faire ça ou pas? Ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas. Après, moi, je juge plutôt le résultat Voilà. final, quoi. Et du Pe- coup, je suis assez d'accord avec Colin sur le fait que la fin est vraiment trop rushée pour moi aussi. C'est un peu ça mon problème. Mais à mon avis, je suis pas sûr que les studios l'aient vraiment empêché de faire vraiment ce qu'il veut parce que vu que c'est la Warner et que la Warner avait déjà montré qu'avec le dernier Matrix, elle a donné beaucoup aussi de liberté. Oui, c'est vrai. Je C'est vrai. sais pas si vraiment le studio a posé problème là-dessus. Je sais pas si c'est C'est ça, mais en tout possible. cas, je trouve qu'il y a des problèmes en soi avec le montage vers la fin. Et que oui, même dans la narration vers la fin, tu sais, quand on passe après la entrecrochée révolution, je vais aller très vite pour pas spoiler les gens qui n'ont pas vu. Mais où il y a une sorte de conclusion. euh, je trouve que c'est un peu rushé aussi. Et en même temps, puisqu'évidemment, on sait que Bong Joon-ho, quand même, il s'intéresse quand même à la politique. Enfin, en tout cas, ses films ont quand même un fond à chaque fois assez intéressant, au moins, enfin, en tout cas, que je trouve intelligent sur les rapports de domination, de classe, tout ça. On est d'accord que, enfin, tout le monde était d'accord que Parasite, c'était un peu un film contre les bourgeois, quoi, un peu. Voilà, un peu la révolte, tout ça. Et puis Snowpiercer, c'était déjà ça. Enfin, la plupart de ses films, c'est Bah, ça. même ce film est aussi sur la lutte Et des oui, classes voilà, bah, finalement. le film, encore une fois. Alors, de toute façon, je trouve beaucoup plus lourd, évidemment, qu'un Parasite. Enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus de la satire. C'était déjà un peu satirique, un Parasite, par exemple. Mais on va dire qu'il y avait quand même, je trouve, c'était amené d'une autre manière, quoi, on va dire. Euh, et là, je trouve que le film, après, c'est pas forcément un mauvais, mais est presque un peu naïf dans sa fin. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que la réalité a rattrapé un peu le film et la réalité nous dit bah c'est bien plus sombre hein, malheureusement que, que ce que montre la fin de ce film au niveau de je sais pas si tu vois ce que je veux dire par rapport au fait que il y a tout un sous-texte à un moment où ils disent que le personnage du coup de ce gouverneur qui est une sorte d'immense capitaliste américain complètement fou avec sa femme aussi qui est dans ce délire là qui veulent du coup détruire des animaux. Il y a ce côté voilà qui rappelle Okja justement par rapport à ce personnage et où ils disent que c'est la deuxième fois qu'il se présente aux élections, que c'est la deuxième fois enfin la deuxième fois il perd quoi. Si on se rappelle d'un autre candidat récent aux États-Unis, bon bah malheureusement il n'a pas perdu. Quelqu'un Et qui a une sorte de teinture orange, c'est ça? oui, c'est ça, ouais, ouais, avec son fidèle acolyte qui fait des saluts romains. Voilà, en gros c'est ça quoi. Et que le film presque en mode en plus c'est vraiment un peu cliché je trouve un peu genre les gentils ont gagné quoi enfin c'est en mode voilà ça va aller mieux voilà moi j'étais juste un peu gêné par le truc parce que je me disais aussi que le film je pense qu'il a été fait sur plusieurs années il a été reporté en plus plusieurs fois et que du coup on sent que bah, c'était peut-être un moment où justement Alors je il sais y avait plus d'espoir je ne sais pas après c'est pas forcément mauvais pour le film mais je veux dire voilà c'est un truc Je, que j'ai remarqué je sais pas si le film a été reporté dans sa production, mais en tout cas, il a été reporté dans sa distribution. oui c'est ça ouais Parce que du coup, ça fait un moment que moi j'entends parler de ce film et que on le voit sans cesse il repousser. devait Parce que sortir l'année dernière moi, je crois je pensais même un truc comme ça. je pensais même qu'il avait une chance de passer au Festival de Cannes l'an Oui, dernier et ouais. absolument pas au final. Voilà, après c'est la Warner aussi qui a fait le choix de repousser jusqu'à sortir dans une période totalement hors festival. Donc bon, bah c'est comme ça. Mais bref, pour moi, c'est quand même un film à voir. Moi, j'ai C'est pas inintéressant. plutôt apprécié. Je suis pas. J'étais aussi parti avec l'idée que c'était un film que j'avais entendu dire que par plusieurs personnes qu'ils ont été déçus. Et moi, je suis parti de cet a priori de ça va être décevant et finalement, j'ai pas été déçu. Donc déjà, c'est plutôt bien quelque part. Donc allez le voir quand même. Moi, je trouve que faut aller le voir quand même parce que c'est Bong Joon-ho et que c'est toujours intéressant. Mais j'avoue que pour moi, c'est un peu une erreur de parcours. Je l'avoue, pour moi, c'est un peu. Ah, il y a des Ça soucis de prend- post-prod.
Ah, Ok. bah voilà, donc peut-être c'est ce que je pensais. Pour moi, c'est un peu une erreur de parcours. Je trouvais que par exemple, le Okja, est, même si c'est un peu un de ceux qui est le moins apprécié, je crois, dans sa filmo, je trouvais quand même qu'il y avait des trucs plus intéressants que celui-là, personnellement. Mais voilà, après, il y a toujours des choses intéressantes chez Bong Joon-ho à voir, quoi. Donc on va changer de film et on va passer on va revenir. Alors on en avait pas mal parlé avec. Alors Colin en avait parlé parce qu'on l'avait vu ensemble avec moi, je crois, si je me gourre pas. Et on avait parlé de Queer, donc Queer, film de Luca Guadagnino, pardon, qui avait fait notamment Challengers avant, et qui avait aussi fait des films comme Bones and All, et comme un autre film avec Timothée Chalamet. Comment il s'appelle déjà? Appelle-moi par ton prénom, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Call Me By Your Name. Donc avec Timothée Chalamet aussi, du coup, dans plusieurs de ses films. Et moi, j'avais déjà bien aimé justement son dernier film Pas comment. Challengers. Bah, faut juste le mettre. On voit Tiens, pas. tiens pas. Toi, tu l'as vu du coup, Queer ou pas? Queer, ouais, ouais, j'ai vu. Bah, vas-y, parle-en un Vas-y, peu. vas-y, mets-le. Ouais, alors du coup, oui, j'ai vu Queer en sachant que je n'avais pas énormément aimé Challenger, contrairement à pas mal de monde, je crois. Ah, moi, j'avais bien aimé. Euh, que en fait, je détestais pas ces films à Guadagnino, mais on va dire que ça me touche pas trop, ces films. Comme Ibarionem, justement, je trouve ça ok, mais ça m'a pas beaucoup touché. Suspiria, à l'époque, j'avais bien aimé, mais je suis pas sûr d'aimer maintenant. Euh, et j'avais vu aussi son premier, qui je crois un film qui s'appelle Amore, ou un truc comme ça, avec Tilda Swinton, qui pour le coup, lui, je l'aime plutôt bien. Mais du coup, j'avais pas forcément d'attente sur Queer, sauf que j'entendais un peu des retours sur le film. Et alors, c'était aussi très partagé, mais j'entendais des gens dire c'est un peu un film assez étrange dans sa filmographie. J'aime beaucoup Daniel Craig, donc aussi ça me donnait un peu envie. Et c'est aussi une adaptation de William Burroughs. Je sais pas si tu vois qui c'est celui qui a fait Le Festin nu. Le D'accord. Festin nu qui a été adapté par Cronenberg et qui est du coup entre parties la vie de William Burroughs. Et là, en fait, le Queer, c'est aussi un peu sur la vie de William Burroughs, parce qu'en fait, à chaque fois, les livres de William Burroughs, c'est aussi un peu Je autobiographique. voulais juste recorriger un truc. Non, je ne l'ai pas vu. En fait, j'ai dit n'importe quoi. Je l'ai pas vu avec Colin. Colin, on avait déjà parlé, mais j'en ai pas encore parlé. Et je l'ai vu avec Vincent, pardon. Excusez-moi. D'accord. Euh, donc, ouais, Queer, ça parle du coup d'un écrivain hein, qui est joué par William, enfin, par Daniel Craig, qui joue une sorte de William Burroughs, en fait. Enfin, c'est une sorte Et qui joue de très sosie. bien dans le film. Oui, excellent, mais moi, en vrai, Daniel Craig, ouais, moi, il me déçoit jamais en réalité, je D'accord. trouve. Enfin, je trouve il est très bon dans ce qu'il fait à chaque fois. Je veux dire, il est quand même passé de James Bond à. J'ai oublié son personnage dans les films de Ryan Johnson, mais les deux films d'enquête euh, à couteau tiré, Ah, ok, oui. c'est ces films-là, les deux qu'il y a eu, où du coup, il y a un côté un peu plus Glass Onion excentrique, aussi. comique. Hein. Glass Onion, du coup. Oui, Glass Onion, ouais, aussi, voilà, c'est ça. Euh, à ce film-là, où du coup, on a un Daniel Craig beaucoup plus, comment dire, fragile, enfin, son personnage est Introspectif. ouais, introspectif, et qui du coup joue une sorte comment dire, de d'homme du coup Un peu homosexuel abîmé. qui on sent qui a du mal à vivre dans cet endroit qui est du coup parce qu'il est pas du tout chez lui, je sais même plus le pays, j'ai oublié, merde. Aïe. Ah oui, mais il se Euh, déplace justement dans oui, un. mais je veux dire, ça reste surtout à Ouais. un endroit, je veux dire, je sais plus si tu te rappelles où Ouais, se passe le film, parce que ça se je sais passe plus si c'est au en Amérique Mexique ou latine, en tout quelque cas, chose comme ça. la plupart du film. N'hésitez pas à nous dire dans le chat Ouais, le lieu. j'avoue que j'ai un Mais en trou. gros, oui, il va partir vers un endroit, il va partir dans une sorte de quête dans cet endroit-là, globalement. Oui, oui, mais je veux dire, même dès le début, je veux dire, Oui. là où il est, où on va dire qu'il erre, hein, parce qu'il y a beaucoup de passages d'errance, où il va tomber sur un jeune homme pour lequel il va tomber amoureux, quoi, en gros, en Oui. tout cas, d'avoir des sentiments. Et il y a une relation assez étrange parce qu'au début, il ne sait pas vraiment si ce personnage est vraiment attiré par lui, parce qu'en plus, c'est un personnage beaucoup plus jeune, encore un peu comme Ibarra Et on va retrouver aussi des scènes bah, qui peuvent évoquer du Challenger par moment. avec Quand la ils vont. musique, tu penses? Non, quand ils sont. Tout le rapprochement qu'ils ont entre eux, pour moi, m'évoque des scènes de désir qu'on retrouve dans du Challengers, pour le coup. Hmm, Dans son traitement, dans l'aspect image, dans ouais. l'aspect comment c'est écrit, la façon dont ils se retrouvent.
Pour moi, il y a un petit côté comme ça, en tout cas, qui m'évoque ce film, sans aller pour autant En même temps, c'est assez différent quand même dans ce dans toute traitement. cette trame-là qu'il y avait dans Challengers, Oui. qui se concentrait que sur, globalement, sur le désir. Là, il en parle, mais c'est pas sa trame, c'est pas qu'il parle Hmm. d'autre chose. Non. Bah, le film, au final, quand on voit où ça va au fur et à mesure, c'est quand même plus une sorte de quête existentielle de ce personnage qui a l'air d'être un peu perdu assez détruit par la vie quand même. On a l'impression, parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé avant ça, mais ça joue sur ça. Euh, je trouve, malheureusement, moi personnellement, juste ça a confirmé en fait que je suis pas fan de Guadagnino Eh comme film ben, personnellement. vas-y, dis. Toi, je sais pas, mais en gros, pourtant, je trouve qu'il est quand même un peu différent que Challengers, où il y avait certains trucs que j'étais pas trop fan. En fait, j'étais juste pas très pris par l'histoire dans Challengers. Ça m'intéressait pas beaucoup comme histoire, je l'avoue. Ok. Même si je trouvais qu'il y avait certaines idées intéressantes au niveau de la mise en scène et au niveau de l'esthétique. D'ailleurs, la photo est très belle dans les Bah, films de Guadagnino en général. Hein, moi, j'allais dire, ouais. moi, Challenger, j'ai été pris par le traitement, mais pas forcément par le scénario. D'accord, Par la ok. façon dont Ouais, il a ouais, amené les choses et par la ouais, façon ouais. dont il faisait ressentir justement ce Hmm. désir. Et là, justement, Ah, donc queer. dans Queer, je trouve que, bah, en fait, il essaye de faire un peu ça, mais il fait d'autres choses. Il fait d'autres choses, il lance des trames, il se perd, il va essayer de revenir. En fait, il passe 2 heures presque. Je sais plus combien de temps il dure le film. En tout cas, il est pas si court que ça, je crois. Ouais, peut-être 2h20 ou un truc comme ça, je pense. Il est Ouais, pas non en plus tout cas, il passe au poussé non moins plus. 1 heure et demie à nous raconter d'une trame un peu où il se cherche avec l'autre protagoniste, Oui. etc. Toujours dans la même ville, Et quoi. par contre, vers dernière demi-heure, c'est le festival, quoi. Il se passe 15 Oui, trucs à oui. la seconde, Puis en plus, on passe de c'est lieu en n'importe quoi. lieu, Ouais. ça va très vite. Oui, Il faut oui. vraiment pas se cligner des yeux sur la dernière demi-heure, Non, hein. Vraiment, faut non, pas non, faire parce qu'en ça. plus, c'est vraiment, enfin, il y a plein de choses qui se déploient à ce moment-là, enfin, en tout cas, dans le scénario, dans le personnage, tout ça. Euh, En fait, moi, je trouve. Attention, je vais être un peu dur. Juste pour dire un Tu vas dire un truc, truc avant, ouais. j'avais pas vu le message de Matt Willou, il disait que Mickey 17 avait quand même fait l'ouverture de Berlin, autant pour moi. Du coup. Ok. Euh, En fait, il y a certaines choses que je reproche déjà au cinéma de Guadagnino, notamment, je pense, dans Suspiria, et je me rappelle plus trop dans Challengers, mais que des fois, je trouve qu'il a un peu un côté, je fais des métaphores un peu, comment dire, Pompeuse. intello, pompeuse, quoi, voilà, Bah c'est là, ça. bah là, c'est pompeux, je trouve, Qui, justement. voilà, et qui, du coup, je trouve, desservent le film parce qu'il y a un côté où, genre, c'est très explicite en réalité ce qu'il montre, et je trouve pas que c'est très sensitif. Tu vois, il y a un côté où, des fois, quand je regarde les films, il y a des scènes un peu cauchemardesques ou de rêve, où je me disais, mais pour moi, c'est carrément l'inverse de ce que fait Lynch, par exemple. Lynch, pour moi, c'est purement Ah, du je verrai. ressenti. C'est purement, t'es sur. Enfin, c'est purement du Mm. ressenti, et après, tu peux réfléchir à ce que tu viens de voir, et c'est peut-être une métaphore de. Voilà, mais tout le monde peut avoir un peu ses idées. Alors que là, j'ai l'impression que c'est un peu euh, artificiel en fait, et qui a un côté très froid et enfin dans ces aspects-là en fait. Donc, du coup, je trouve que malheureusement le film essaye de me toucher et je trouve qu'il y a certains moments, notamment je pense de plus de ou justement intériorisé avec Daniel Craig où il est un peu seul. Avec des fois certaines musiques, je trouve ça marche, mais quand il essaye vraiment de forcer ça sur d'autres moments où justement il y a ces côtés un peu genre irréels, hypnotiques, je trouve que ça marche pas beaucoup. Et des fois même, je trouve que ça me sort un peu du film parce que je trouve que des fois ça détonne avec ce qu'on voit avant. Enfin, il y a un truc qui, je trouve, fonctionne pas sur ça. Et du coup, qui fait un peu, je vais pas dire que c'est, comment dire, non plus hyper égocentrique comme film, mais je trouve qu'il y a un truc un peu pompeux, quoi, ouais, comme tu disais, dans le film, qui, moi, me dérange personnellement. Et qui avait pas tant que ça en réalité dans Challengers, hein, pour le coup, c'est un peu Bah, différent. Hein. c'est marrant parce que moi, j'avais beaucoup aimé les Challengers justement, et j'avais beaucoup moins aimé, je pense, des films comme Bones and All, justement. C'est plus dans ce délire-là, Bonne Zeno, je l'ai pas vu en fait. Et Donc, Bones and All, moi, je trouve que, bah, moi, je me fais globalement chier devant le film, quoi. Et je trouve que c'est on m'a un peu vendu le film comme un film qui jouait un peu avec un côté genre, etc. ouais, ouais, parce que c'est un truc un peu de vampire, non, c'est Mais ça? au final, bah, c'est assez vain, je trouve. Mais bon, il y a plein de gens qui ont aimé Bones and All. Moi, pour moi, ça fait vraiment film. Je vais être hyper caricatural, un peu film pour adolescents, mais sans pour tu sais, le petit truc Oui, adolescent un entre peu les deux. pompeux, tu vois, tu vois ça. Genre adolescent, un peu adulte, quoi. Genre un Ouais, c'est peu. ça, ouais. Ouais. Mais Ben, bon. ben là, pour le coup, je trouve que justement, le film, là, pour le coup, c'est vraiment pas un film pour adolescents, queer, Mm. mais
mais je trouve que Qu'il est c'est un film pompeux. qui s'affiche comme intelligent, alors Oui. qu'en réalité, je trouve que le film ne va pas très loin Ouais. dans ses réflexions. Et moi, C'est ça qui me je voulais juste dire un que truc je par trouve rapport à dommage. ça. En fait, pour moi, ça me rappelle un peu dans un autre registre quand Nolan fait des films. Je suis Je suis désolé assez de le d'accord. dire, mais en vrai, Nolan, il essaye de brouiller un peu ses pistes et je trouve que Guadagnino fait pareil. Il essaye de brouiller ses pistes dans son film pour le rendre plus intéressant, mais en fait, pour moi, c'est un peu dommage parce que je le vois qu'il essaye de brouiller les pistes, c'est visible. Oui, Et mais c'est ça le problème aussi dans ce film. contrairement à quand tu parlais de Lynch, à Lynch qui essaye de noter ses rêves pour faire des liens, des connexions entre eux et faire des choses évasives qui se connectent, là, c'est je sais que ce que je vais écrire ça parce que comme ça, si je fais ça, eh ben, ça en créera de la confusion. Bah, il y a Ce qui quelque n'est chose pas de... la même Ouais, façon bah, de il y a faire. quelque chose de plus naturel en fait dans la façon dont peut-être Lynch, si on compare, on va dire que il y a un côté tout se connecte un peu naturellement et il y a quelque chose que du coup nous fait rentrer dans le truc un peu comme un puzzle qu'on reconnecte nous-mêmes et qui nous laisse la liberté de le connecter alors que enfin en tout cas dans certains films de Guadagnino dont Queer, il y a un côté un peu je t'impose En fait, j'essaye de tel truc, déconnecter mais tu peux pour... pas, ouais, c'est ça. En fait, tu peux plus vraiment faire la connexion comme ça. C'est juste que le film impose un peu trop ses choix comme ça radicaux, qui sont pas toujours inintéressants. Il y a notamment la fameuse scène vers la fin de sorte de danse contemporaine, enfin, je sais pas trop comment on pourrait dire, qui en soi, toute seule, je dirais pas que c'est quelque chose de pompeux, mais qui là, dans le film, au bout d'un moment, là, on arrive quand même vers la fin du film, je trouvais que c'était trop, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a un peu fatigué, quoi. Ben moi, je te propose, vu qu'on a parlé pas mal de queer et qu'on en a parlé un peu Ouais. les dernières fois, de clore sur ça. Oui, oui, bien sûr. Allez quand même le regarder, il y a des choses intéressantes dedans, mine de rien. Et moi, je te propose d'aller parler du prochain film que tu as vu, donc je vais tout m'empresser de l'écrire, Oui, vas-y, désolé, je voulais le faire, mais vas-y. et du coup, qui s'appelle Ifus. Ifus, je sais pas comment on dit exactement. Donc justement, c'était le film que je disais qui a été assez mal distribué parce qu'en fait, pour le coup, je l'ai vu cette semaine au cinéma Le Zola à Villeurbanne, mais c'est une sortie au Zola alors qu'il est sorti en janvier, hein. Donc pour dire qu'il a été, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais je crois qu'il était passé au Comédia ou dans certaines salles. Il était pas passé de partout. Donc c'est un premier film, justement. Il a peut-être été dans des festivals. Je crois qu'il était peut-être à Cannes, mais dans une petite compétition, enfin une autre sélection. Et du coup, c'est le premier film de Carson Lund, qui est un chef-op, qui est un chef opérateur pour Tyler Taormina. Je sais pas si je le dis très bien. J'ai peut-être dit une connerie, mais c'est Tyler Taormina, je crois, qui du coup, un réalisateur qui a fait quelques films, un réalisateur américain, qui a fait récemment Noël à Miller's Point. Je sais pas si vous en avez parlé ou si tu en as entendu parler. C'était un film euh, avec Greg Turkington, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Avec, je crois qu'il y avait Michael Cera aussi dedans. En tout cas, c'était une sorte de comédie, mais en même temps, quelque chose de très mélancolique, parce qu'en fait, c'était sur... Alors là, je fais un petit détour sur un autre film, mais ça a un lien, du coup, de ce film Noël à Miller's Point, dans lequel il a fait dans lequel il était chef-op, qui est en gros un film qui juste montre un Noël en Amérique, avec un côté un peu nostalgique quand même, où en gros, on voit au fur et à mesure les liens de tous ces personnages, on essaie de comprendre un peu tous ces personnages à Noël, et il y a un côté très réaliste, enfin, je trouvais en tout cas dans les interactions, et aussi sur une sorte de capter un moment, un événement, et pour montrer en quoi c'est un moment qui ne se reproduira plus, en tout cas qui est un peu qui passe comme ça. C'est un temps qui est à la fois où il y a des conflits, où il y a aussi des moments pleins de beauté, mais où voilà, c'est un moment qui va pas rester. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, je trouve qu'il y a des liens en fait avec Effus, qui est du coup un film sur attention, je vais dire une connerie, le baseball, je crois que c'est ça, comme sport. Sport que je n'ai toujours pas compris à la fin du film, pour le dire. Donc sport très, très typique américain, on va dire. Et où d'ailleurs la plupart des acteurs, j'avoue, sont assez inconnus. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'acteurs connus dans le film. Oui, comme tu vois, parce qu'on Il y a regarde Kate sur Wikipédia. Richards. Ok. Hmm. Dans les acteurs, il y a Kate Richards et Frédéric Attends, Wiseman ou quoi? c'est un autre Attends, film? mais Keith Richards, attends, je veux voir. Attends, quoi? Quoi?
C'est peut-être un Attends, autre comment film, ça, non? bah si, c'est le bon film. Je ne Ouais, comprends pas. donc Comment ça, il y a un... il y a Kate Richards, il y a Frédéric Alors, Wiseman. Wiseman, je sais. Il y a Frederick Wiseman. Donc, Frederick Wiseman, c'est un réalisateur de documentaires culte américain. Pour le coup, il y a Bill Lee, qui, je crois, fait une voix. Mais par contre, Keith Richards, alors là, je comprends pas. On se renseignera après, peut-être, mais là, je capte. Pourquoi il y a un des Rolling Stones dans le film? Non, du coup, je reviens sur le film. En gros, c'est sur. Je sais pas, je ne comprends pas. Attends, je vais réfléchir. En gros, c'est sur le dernier match d'un club, d'un petit club de baseball américain dans une petite ville où on comprend au fur et à mesure du film que ce lieu sur lequel ils font un match, eh bien, va être détruit et par-dessus, ils vont reconstruire une école en fait. Et que du coup, ils savent que là, c'est un peu l'une des dernières fois sur lesquelles ils pourront jouer tous ensemble. Et que du coup, ce qui est intéressant, c'est le lien que je faisais avec l'autre film, c'est que c'est à la fois, on voit en fait tout le film, on pourrait dire il se passe rien, parce que c'est juste un match euh, en plus de non professionnel et où bah, c'est pas le match le plus intéressant au monde, je pense même pour des gens qui sont fans de baseball. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est justement voir tous ces liens entre ces personnages, de voir un peu cette mélancolie aussi de bah, en fait, c'est la dernière fois qu'ils pourront jouer ensemble et on sent que c'est des gens qui se voient pas forcément en dehors des matchs. Donc, du coup, il y a un côté un peu. Bah, c'est peut-être la dernière fois aussi qu'ils se verront en général, ou en tout cas qui vont avoir un contact ensemble. Mais aussi, je trouve que même s'il y a un côté un peu nostalgique et un peu genre, voilà, peut-être on glorifie un peu ce moment, voilà, de ces personnes qui se rencontrent et tout, il y a aussi pas mal de problèmes. Il y a des, on voit qu'au fur et à mesure de la journée, en fait, les gens commencent à partir. Ceux qui jouent, ils en ont marre ou quoi, ils sont fatigués parce que la partie prend un temps fou. On comprend, enfin, c'est même incompréhensible quoi. Elle se rallonge à chaque fois et qu'à un moment, bah, c'est carrément la nuit et ils sont obligés de ramener leur voiture pour mettre leur phare pour voir encore ce qui se passe. Que la balle, elle commence à se perdre. Enfin, il y a plein de choses comme ça et que du coup, il y a quelque chose de très qui joue beaucoup sur l'ambiance, sur le jeu des acteurs. Et je trouve qu'il y a vraiment en fait, j'avais jamais vu un film comme ça parce qu'il capte comment dire, comment filmer un match et en même temps comment filmer une sorte de stade, mais de façon, c'est pas, on n'a pas l'impression de voir un match, quoi. C'est très cinématographique. Est-ce qu'on voit aussi tous les à côté, des gens qui passent à côté, qui regardent, tout ça. Des fois, c'est des personnes qu'on verra 2 minutes dans le film, hein, même pas. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans ça. Et du coup, je recommande pas mal le film si vous avez l'occasion de le voir, parce que du coup, il va pas forcément repasser beaucoup. Et là, il est actuellement au Zola. Donc, Donc voilà, allez le je voir recommande s'il aussi. y a un cinéma proche de chez vous. Et maintenant, on va passer à Bernie. Donc Bernie, film d'Albert Dupontel. Alors oui, c'est Pas du c'est tout. la blague. Ouais, ouais, ouais. Bah, hier, Pas du tout, hein. en fait, je suis allé le voir hier avec un pote et quand je lui dis viens, on va voir Bernie, il était non mais je l'ai déjà vu et tout et j'étais non non mais pas celui du Pontel. Non non. Oui parce que du coup il y a eu un autre Bernie qui a été fait après, donc fait par Richard Linklater, donc rien à voir, encore un film américain. Linklater, donc pour un peu situer, c'est quand même le gars qui a fait la trilogie Before. Avec Ethan Hawke, qui a fait Boyhood, et qui plus récemment avait fait aussi un film que je trouve assez intéressant, malheureusement, qui est que sorti, je crois, sur la plateforme, qui s'appelle Hitman. Alors, c'est pas Hitman, l'adaptation du jeu vidéo, hein, rien à voir. Mais c'était un peu un film où, en gros, ça joue sur les multiples personnalités d'un personnage et au milieu il y a une sorte d'histoire d'amour et en vrai je trouve le film extrêmement divertissant et assez bien joué et je trouve que c'est un peu toujours ça chez Linklater en tout cas des films que j'ai vus. C'est vrai qu'il avait fait aussi un film avant qui était je crois que c'était Apollo et demi ou un truc comme ça, Apollo 11 un truc comme ça qui du coup était un film aussi un film d'animation, il en a fait quelques-uns. Donc c'est aussi un cinéaste, je dirais pas que c'est un peu comme Soderbergh mais qui aime bien se challenger aussi en termes de passer d'un projet à l'autre. Et là, Bernie, en fait, c'est une ressortie, pour le coup, une ressortie voilà, qui, je pense, passe aussi un peu dans d'autres villes que Lyon. Et c'est un film avec Jack Black, donc Ah oui. ouais, donc quand on pense à Jack Black, on pense quand même à comédie, quoi. Comédie américaine, un peu potache. Et il y a un peu de ça, mais le truc qui est intéressant, c'est que Bernie de Linklater, en fait, ça se base sur un fait réel. Un fait réel assez fou, où en gros, c'était, si je résume voilà ce qui se passe dans le film, c'est euh, un, un homme qui, du coup, est. Alors,
alors j'arrive pas à retrouver les mots, mais en gros qui, gère les enterrements. Voilà, c'est un assistant du coup, à tout un truc d'enterrement et Un croque-mort? ouais, c'est en fait, il fait ça à un moment dans le film, mais c'est pas vraiment que ça, parce qu'il fait aussi tout l'accueil, il fait, voilà, il est très religieux, donc il est un peu, voilà, dans la paroisse à faire des chants, religieux, à accueillir les gens et en fait, c'est quelqu'un qui dans cette petite ville, est tellement apprécié parce qu'en fait, il est extrêmement, charitable, mais dans le sens encore plus que juste, voilà, il est très religieux ou quoi. C'est qu'en fait, on le voit, après la mort des personnes qu'il connaît même pas, hein. Il va aller voir la femme ou l'homme de la personne qui est morte et donner des cadeaux. En fait, il est toujours voilà, dans la gentillesse, mais presque un peu trop, mais où il demande rien en échange. C'est vraiment une sorte de personne, voilà, qui est que dans la positivité, le bien-être pour les autres. Il pense même plus aux autres que lui-même, en fait. Heu, Pourtant, qu'est-ce qui fait que, voilà, a intéressé Linklater dans cette histoire? C'est qu'en fait, on voit presque pendant au moins 1 heure, c'est les relations qu'il a, la force qu'il a dans cette communauté, dans ce village et le fait qu'il est admiré par tous, aimé par tous et en fait, au fur et à mesure, il va avoir un lien avec, une des veuves pour lesquelles il a aidé quoi. Mais c'est une veuve, enfin c'est une personne du coup qui a réellement existé aussi, qui était détestée pour le coup. C'était l'inverse de lui, parce qu'elle était extrêmement désagréable avec tout le monde, on voit même au bout d'un moment qu'elle est raciste quoi. Enfin il y a la personne est horrible quoi et en fait lui, comme il est vraiment avec une sorte de fond qui est toujours aussi bon, en fait, il va l'aider et au bout d'un moment, il va se retrouver presque un peu à être son domestique, en fait, à presque moins travailler, pour la paroisse que pour, cette personne et en fait, on sent au fur et à mesure qu'il se retrouve un peu prisonnier de tout ça. Donc là, j'avoue que je vais spoiler un peu un truc, je pense, OK. mais en gros, c'est un fait réel donc pour moi, c'est un peu difficile de pas spoiler ça. C'est un peu la base du truc Bah, si et vous qui peut voulez, peut-être donner envie. si vous voulez, du coup, vous pouvez passer dans 1 minute peut-être Voilà, pour, c'est ça. Si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille de revenir plus tard. Mais du coup, là, je vais dire le gros truc, c'est que ce personnage et cette vraie personne qui a existé, un jour, heu, qu'est-ce qu'il y a comme Hitman? comme Hitman en somme. C'est par rapport à Avec n'hésite pas à l'autre préciser. film de Linklater, j'arrive pas à voir le lien là. Si tu peux veux développer, je finis ce que je voulais dire. Attention, je vais spoiler. Mais un jour, d'un coup, il a pris une carabine et il a tué la femme pour laquelle il était, littéralement, voilà, une sorte de d'esclave, quoi, dans le dos 4 fois et beh, ça sortait de nulle part, quoi. C'est genre d'un coup un acte de violence comme ça où il la tue et il l'a caché pendant des mois, le fait qu'il l'avait tué et comme c'était quelqu'un qui était, ah oui, c'est inspiré de faits réels aussi. OK, oui, bah, c'est un peu ça, oui, c'est vrai qu'il y a un peu un lien avec Hitman, OK, pour ça. Ouais, ouais. Heu et que du coup, il l'a caché carrément dans un frigo pendant des mois et des mois parce qu'il voulait conserver le corps. Pourquoi? Parce qu'il disait: «Il faut quand même lui faire un jour un bon enterrement», parce que c'est quand même quelqu'un qui fait des enterrements et du coup, il y a eu toute une affaire médiatique qui a été autour de ça et qui a fait qu'il a été condamné, hein, pour meurtre, hein, voilà. Sauf que on voit tout ce que ça a créé dans, la communauté et qu'il y avait énormément de monde qui voulait le protéger, qui était en mode: «Non, non, il l'a pas fait». Donc juste pour ça, je trouve ça hyper intéressant et puis il y a un côté un peu documentaire. Je finis, je sais que je suis un peu long. Il y a un côté documentaire parce qu'il y a des parce qu'il y a beaucoup de face cam de personnages ou on dirait de personnes de la ville qui parlent face à la caméra et qui disent: «Ah ouais, c'était quelqu'un de très bien, machin et tout», un peu comme dans les reportages et du coup, il y a un côté un peu fiction documentaire, même si c'est des acteurs et d'ailleurs, pour, aussi, finir ça, il y a Matthew McConaughey qui joue dans le film et qui joue un bon gros Texan avec un accent de fou qui est un gouverneur et qui lui est très, très contre, du coup, ce personnage et qui veut juste le condamner parce qu'il a tué quelqu'un. Et du coup, si vous aimez aussi un peu, ce côté comique de, voilà, de Jack Black et de Matthew McConaughey, parce qu'il a fait aussi pas mal de comédies, je vous conseille le film. Mais en même temps, il y a quand même un fond intéressant sur, voilà, sur l'Amérique et sur, comment on peut aussi, enfin, comment une personne peut à la fois être, voilà, à un moment, il parle de Jekyll and Mr. Hyde, il y a un peu ce côté-là dans ce OK. personnage et aussi de toute la justice américaine et de mouvements un peu radicaux, quoi, aussi, qu'il y a, genre, qu'on peut radicaliser des gens comme ça aussi, dans la violence et tout ça. Donc, je trouve ce film assez intéressant et Du coup, puis à voir pour toi. ouais, 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 voilà, si vous avez l'occasion de le voir, je recommande. C'est un bon petit film.
Et ben du coup, sur ces bonnes paroles, on va passer au film suivant, film qui va marquer le passé, parce qu'on passe maintenant, on n'est plus dans les films actuels, on est dans les films de patrimoine. Et on va Bernie, c'était commencer. dans le passé aussi, hein, je te Ah le oui, rappelle. ok. C'était 2011, je crois, le film. Ok, ben du coup, c'était déjà dans le passé, donc allons plus loin dans le passé. Puisqu'on va parler du coup des Chevaux de Feu, donc il y a un film de Sergueï Parajanov. Donc en fait, c'était un film qui a été présenté dans le cadre des 2 rétrospectives d'écran mixte, à l'Institut Lumière notamment. Et il y avait une rétrospective justement sur le cinéma de Parajanov et une rétrospective sur celui de Pasolini. Et c'était présenté par, et là, il faut que je retrouve le nom, par Serge Avedikian, qui est un réalisateur aussi et acteur français, je crois, si je ne me gourre pas. Et qui avait déjà réalisé, donc celui qui a présenté, un film sur Parajanov qui s'appelle Le scandale Parajanov ou la vie tumultueuse d'un artiste soviétique. Et du coup, c'est lui qui est venu introduire le film et nous donner une anecdote que je donnerai tout à l'heure. Euh, du coup, il se trouve que ce film, ça se passe en fait, c'est centré sur un petit garçon sur lequel on va tracer sa vie globalement, avec ses rencontres amoureuses et les difficultés qu'il va avoir, parce que pour donner une idée, je fais un premier spoil, mais c'est au tout début du film. Au tout début du film, il va se retrouver avec son père qui se fait assassiner. Enfin, en gros, il va perdre des gens de sa famille et il va se retrouver avec la fille du gars qui a tué son père. Voilà, en gros, ils ont à peu près le même âge et ils vont, je sais pas comment dire, mais ils vont globalement se retrouver un peu seuls tous les deux pendant tout un tas de temps. Et après, ça fait une grosse ellipse et on passe vraiment au mode Alors, vie adulte. où il est adulte. Voilà. Et globalement, c'est ça le début de l'histoire. Et le film va passer. Alors là où il est intéressant, le film, c'est sur tout un aspect photo et tout un aspect mouvement de caméra qui est vraiment plutôt intéressant. D'ailleurs, celui qui a présenté le film nous disait que Parajanov, c'est au début un peu, comment dire, disputé avec son chef-op. Parce que son chef-op voulait que ça soit tout carré l'image, et lui, il faisait bouger la caméra, il trouvait qu'il faisait n'importe comment, etc. Et en fait, Parajanov faisait bouger la caméra, c'est ça? Parajanov D'accord, demandait ok. à être très proche des acteurs, bougeait la caméra pour être proche d'eux, faisait des mouvements de caméra, et ça plaisait pas du tout au Le chef-op. chef-op, ouais. Donc on peut très bien imaginer le genre de situation qu'il y a. On ressent dans le film que la caméra est très mouvante, à plein de moments, et à des moments très très astucieux. Il y a plein de moments très astucieux dans le film. Et apparemment, du coup, ce que nous disait donc Serge, le gars donc, qui a présenté, il nous disait que le, le- les rushs, tu sais, ils arrivaient plus tard. Parce que c'est de la pellicule 35, donc le temps que ça soit visible sur les tables de montage, ça mettait un temps. Et du coup, le chef-op s'était engueulé avec lui pendant tout un temps. Et puis quand il a vu les rushs, il aurait dit que c'était trop bien. Et que du coup, en fait, que Ah, il c'est a lui qui changé avait d'avis rien au fur et à compris. mesure. Ah oui. Et que du coup, en plus, c'était un jeune chef-op apparemment. Et apparemment, ça se serait super bien passé dans la deuxième partie du film. Ah d'accord, Entre donc eux, tu c'était vois. au début que ça a été Ouais. compliqué, et au final, il y a eu une entente qui s'est créée. Assez intéressant. Alors, Je voulais juste te demander un truc, parce que moi j'ai vu un film de Parajanov, et c'est marrant parce que c'est un peu le contraire, parce que c'est que des plans fixes en fait. Enfin, c'est d'accord. dans le... merde, La couleur de la grenade, je crois que c'est ça, c'est son plus connu. Il y a des plans fixes dans le film aussi, il y en a encore. Mais par contre, il joue un peu avec la caméra D'accord. par moment. Parce qu'il y a un côté Il fait très des pictural travelling, en fait etc. dans ces films, Oui, c'est et ça. très fixe, où il y a plein de choses dedans à voir, C'est très très chargé, ouais. colorié. Mm, Enfin, mm. il y a beaucoup de couleurs, tout Tout ça. à fait. Alors moi, du coup, j'ai vu ce film et en fait, c'est rempli de symbolisme. Mais genre, ça vomit le Oui, symbolisme. c'est déjà ça dans... Et c'est globalement, moi j'ai trouvé que le film, il dure 1h30. Et ben on a l'impression qu'il s'est passé 7 heures dans la salle, vraiment, c'est un truc de fou. Vraiment, tellement il y a de symbolisme, tellement le film se perd dans des longueurs, etc. Tellement il joue avec son média parce que il va passer de plan en couleur. Et pour marquer une sorte de temporalité, on va croire à un moment donné que c'est la fin du film alors qu'il y a 1 heure qui s'est passée, quoi. C'est Et dur. paf, ça passe à du noir et blanc. Ah, Et et on du coup va. ça part dans une autre partie noir et blanc en Oui, mais fait. qui est pas forcément jusqu'à la fin du film. D'accord. Et du coup, moi, j'ai eu cet aspect, mais qui faisait un peu
un peu, un peu ce côté, où film qui essaye de trop être chargé, tu vois? Vraiment qui est trop chargé, qui est très Que chaque surchargé. plan est chargé, en fait. Tout est chargé et en termes d'idées et en termes de positionnement dans le plan. Et du coup, ça fait que c'est un film qui est difficile à voir parce que on a l'impression que le temps s'écoule très lentement en regardant un film aussi chargé, tu vois? Je sais pas si tu vois l'idée. Après, c'est peut-être le but aussi du film, mais C'est possible. après, je l'ai pas vu. C'est déjà un peu ça dans Un couloir de la grenade. Après, j'ai l'impression, comme tu dis, qu'il y a un côté presque, c'est difficilement, je veux dire, un truc un peu culinaire, mais difficilement digérable, en fait, d'un C'est un coup. peu C'est indigeste, un ouais. gros bloc qui est difficile à avaler d'un coup, quoi. Genre, parce qu'il y a Et beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, ce qui était intéressant, et là je suis carrément out of time, mais j'ai quand même envie de donner l'anecdote. Ouais. Ce qui était intéressant, c'est que Parajanov, apparemment, il était assez admiratif du travail de Pasolini, et apparemment c'était le cas aussi de Pasolini envers Parajanov, de ce que nous racontait l'intervenant. Et du coup, l'intervenant, il aurait rencontré, enfin, il aurait vu, enfin, il aurait assisté à la fin de la vie de Parajanov. Et Parajanov aurait demandé à une seule chose, c'est un portrait de Pasolini. Voilà, c'est ça l'anecdote qu'il a racontée. Du coup, il lui a amené le portrait de Pasolini. Et apparemment, il aurait regardé quasiment plus que ce portrait de Pasolini avant de mourir le lendemain ou un truc comme ça. Attends, qui Voilà. avait fait le portrait, en fait Qui avait apporté le portrait, c'était le mec qui était intervenu, apparemment, de ce que j'ai compris. Ouais. Qui l'aura apporté. C'est-à-dire, un portrait, c'était juste une Une photo, un photo, dessin? une sorte de Ok, photo de ok. Pasolini ou un dessin, je sais plus. D'accord. C'est peut-être un dessin. Et du coup, le truc, c'est que il serait il serait mort devant ce portrait. Et du coup, le Oh. problème, c'est que il a jamais retrouvé le portrait, il disait. Donc, il sait pas si c'est le médecin qui l'a emporté ou Ah, s'ils l'ont mis d'accord. dans le cercueil, tu vois. Ok. Voilà, Waouh, donc l'anecdote est il y avait vraiment, voilà, c'était la petite étonnante, anecdote qu'il a donnée, mais elle ok. était assez étonnante, bon, comme Je des savais même fois, pas qu'il y avait un lien entre Pasolini et Parajanov, j'avoue, donc plus, donc voilà. Donc, c'était d'accord. pas Pasolini qui avait apporté le Oui, portrait, oui, c'est oui, vraiment oui, le bien sûr, bien réel. Ouais, ouais. sûr. Mais en plus, Pasolini, pour le coup, il y a aussi beaucoup de symbolisme, mais quand même très Ouais. différent. Il y a un côté plus Moi, réaliste, je plus trouve plus, concret je dans trouve plus Pasolini, en digeste fait. Pasolini, même Oui, si sur la trilogie de la vie, il y a des trucs qui sont lourds quand même aussi, hein. oui. Voilà. On va passer au film suivant parce que j'ai bien, bien pris du Ouais. temps. En plus, là, on parle des symbolismes. Moi, je vais, je vais parler de Godard, là. Là, tu vas passer. Ton, ton Némésis, non? Bah, moi, j'ai pas vu beaucoup de films de Ok. Godard. Mais c'est juste qu'on avait eu déjà un débat sur un film de Godard que tu n'avais pas Oui, beaucoup oui, aimé. Je sais plus ben, ce que c'était. c'était un film avec Isabelle Huppert. Passion, non? Je sais plus. Je Ouais, c'est crois que ça. c'était ça. Et ben, on va passer à un moment Ouais. choisi Des histoires de cinéma. Mais sinon, tu mets histoire de cinéma. Histoire avec un S. avec un S entre parenthèses. C'est très important. Du coup, faut que je revienne un peu sur. Si t'as envie, tu peux lancer. Je reviens un peu sur qu'est-ce que c'est histoire du cinéma et je vais pas revenir sur tout Godard parce que voilà, vous connaissez un peu, je pense. Enfin, cinéaste extrêmement culte de la nouvelle vague, tout ça. Mais il a eu plusieurs périodes en fait dans sa carrière. La première, c'est celle que la plupart des gens connaissent. Oula, ça queen. Qui est du coup celle de la nouvelle vague, un peu d'un renouveau du cinéma français. On filme dans la rue, tout ça. Après, il est parti dans un truc beaucoup plus politique, même maoïste en fait, hein, carrément, avec la chinoise, tout ça, des films extrêmement engagés politiquement, où il était dans des groupes carrément un peu politiques à faire, où c'était même plus juste lui en tant qu'auteur, voilà, c'était des trucs collectifs. Après, il est revenu à une sorte de cinéma un peu plus entrecroché traditionnel, ce qui veut pas dire que c'était voilà, pas aussi, enfin que c'était toujours aussi expérimental, hein, justement, c'est bah, Passion, par exemple, en fait partie. En tout cas, des films où il y avait des acteurs connus. Et après, à partir des années fin 80, début 90, jusqu'à, on va dire, à peu près sa mort, hein, il a radicalisé son cinéma de façon à ce que ça soit vraiment presque de plus en plus expérimental. Beaucoup de travail d'archives, en fait, de vidéos d'archives, de sons d'archives. C'est là où il a fait des trucs comme Passion. Non, Ah non, non, je mince. disais Passion, c'était avant. Aïe. Non, là, après, c'est ces derniers films que j'ai d'ailleurs très peu aimé quand je les avais vus et tout ça, mais maintenant, j'avoue que j'arrive de plus en plus à capter ce qu'ils voulaient faire. On devrait Dans des faire, films Adieu au langage, le lit d'image, tout ça, quoi. Notre musique, je sais pas si tu vois. on devrait faire un sondage dans le chat pour savoir s'il y a des gens qui ont bien aimé l'œuvre de Godard dans son entièreté ou pas, mais. Non, mais là, je sais qu'il y aura plein de gens qui vont dire non. Donc... non, alors déjà, aimer l'œuvre entière, c'est compliqué, mais il y a des trucs plus. Enfin, moi en tout cas, par exemple, je commence à être de plus en plus touché par sa période justement la plus expérimentale, celle plus récente. Et justement, je pense que ce que je préfère de toute la carrière de Godard, carrément, c'est Histoire du cinéma.
qui du coup, un projet qu'il a eu sur, je crois 10 ans, où en fait c'était des épisodes de 30 minutes, c'est une série en fait, hein, où c'était lui qui faisait, du montage d'archives Histoire du pour cinéma? et ouais, oui, C'était pas de cinéma? Je me souviens. je sais même plus. Histoire de cinéma ou Histoire du cinéma? Moi je crois que c'est Histoire du cinéma en plus. OK. Et du coup avec un S parce que du coup, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il y a pas une histoire du cinéma, il y a pas que celle que l'on raconte, par l'hégémonie, culturelle hollywoodienne, il y en a plein d'autres et et du coup c'est ah putain, des histoires du cinéma. Mais putain, mais aussi là, Godard là, qu'est-ce que tu fais avec tes titres? Hem, du coup, j'ai vu, la version qui est, remontée de toute sa série qui dure, à peu près 6 heures du coup, entre crochets. Vas-y, on laisse comme ça. Bon, c'est pas grave le titre. Qui du coup passait aux Lumières Terreau parce qu'il y a un lien avec, une exposition actuellement, sur Godard et sur la typographie, je crois, sur Godard. Parce que c'est un musée de la, j'ai oublié le nom du musée, mais c'est un musée qui est vers Bellecour, je crois, qui est sur, l'imprimerie. D'accord. Du coup, en ce moment, il Je parle suis de ça jamais parce allé. que, pour le coup, c'est vrai que Godard il y a tout un truc avec ses génériques, c'est comment il écrit sur, l'écran, tout ça, qui est intéressant. Et donc, dans l'histoire du cinéma, il y a tout un truc où des fois, il y a des phrases qui sont écrites, qui sont remodelées, qui des fois veulent dire quelque chose, puis il va la remettre avec d'autres images et ça va avoir un autre sens. Et du coup, c'est tout un jeu un peu entre les images, les sons et aussi voilà, les lettres, en tout cas ce que ça dit. Et pour résumer, en fait, c'est que ça parle, enfin, c'est extrêmement dense comme film. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, tous les histoires d'Isma sont très, très denses. J'avoue que je pense du coup que j'ai quand même une préférence pour la version, série parce qu'au moins, justement, cette densité, bah, tu peux regarder un épisode par épisode et déjà en un épisode, il te parle de tellement de choses, donc du coup, tu peux, voilà, prendre ton temps. Tu as vu un épisode, tu y réfléchis, puis tu peux revenir, tu peux moi, ce que je faisais, c'est que des fois, je faisais pause, je revenais sur un truc, j'étais en mode: «Attends, c'est quel extrait de tel film?» tout ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de refs, hein, pour le coup. Ça c'est Godard, hein, des fois, ça peut être un peu niche, quoi, ça peut être un peu, difficile d'accès quand on n'a pas toutes les refs. Des fois, c'est pas grave parce que je trouve qu'il y a quand même un côté, en fait, il faut un peu se laisser emporter par les images et les sons et des fois, c'est juste un peu des fois, c'est très juste poétique, en fait, c'est juste beau et et là, bah, il y a un côté un peu plus condensé donc du coup, c'est un remontage de tout ça et que waouh, c'est beaucoup en, je crois, 1h30 à peu près de film. Moi, je trouve le film vraiment passionnant, mais presque, je recommande presque de voir la série avant, presque. Alors pourtant, c'est un remontage de ce qu'on voit dans la série, hein. Mais je trouve que voilà, il y a un côté plus digeste dans ça et que du coup qui parle de plein, plein de choses dans l'histoire du cinéma et il y a, j'aimerais juste finir par ça, pour ceux que ça intéresse On finira par aussi. ça d'ailleurs, hein, ou peut-être trop de choses d'ailleurs. Non, mais que, il y a ça peut être très théorique, ça peut être tout ça, je t'ai dit. Il y a un côté très poétique qui peut être aussi des fois pour certaines personnes un peu, voilà, un télo et tout. Mais je trouve qu'il y a un côté aussi un peu personnel, un peu intime de Godard parce que des fois, il va dire certaines phrases que je trouve très bien écrites d'ailleurs, où, bah, en fait, il parle aussi du cinéma qu'il a fait, des cinéastes avec qui il a eu des liens et à un moment, il cite plusieurs cinéastes et il dit: «Je les ai connus» et on sait que c'est que des personnes qui sont morts, en fait, en tout cas depuis enfin, quand il avait fait ce film. Du coup, il y a un côté un peu touchant quand même de se dire, bah, c'est un hommage aussi, aux amis qu'il a eus et qui ont fait le cinéma, quoi. Donc voilà, avec tous les gens de la nouvelle vague. Donc voilà, donc je recommande le film, mais c'est pas pour tout le monde évidemment, c'est Godard, hein, voilà, mais film de montage très intéressant. Voilà, du coup, allez peut-être le voir ou pas. On va passer du coup à un autre film, là qui est issu de la rétrospective, sur Audrey Hepburn à l'Institut Lumière. Donc, film qui est avec Audrey Hepburn et Cary Grant, dont il y avait déjà eu une rétrospective à l'Institut aussi et qui s'appelle Charade. Donc, c'est un film charade dans lequel on va avoir, une veuve, qui va l'apprendre, au tout début du film et qui va, se retrouver à chercher une somme d'argent je crois que c'est 250 000 $, un truc comme ça. Mmh. Parce que apparemment son ancien mari, donc qui était en réalité un espion dont elle va découvrir, des choses sur lui. Joué par Cary Grant, c'est lui? Non, non, C'est une autre personne? Ah OK. c'est une autre personne, J'ai pas vu le film. et ben, lui aurait laissé cette somme, sauf qu'elle, elle sait pas, d'où vient cette somme et apparemment,
elle devrait la rendre au service secret américain parce que ça serait une somme volée à la CIA, quoi. Donc en gros, voilà, ouais, ça fait super. Le Ouais, scénario est film un peu thriller, quoi, un euh, peu, c'est ça? un Genre un peu. peu Ouais, presque d'enquête, quoi. ouais, c'est ça. Il y a mélange d'enquête. Il y a ça fait un peu. Il y a un petit côté Cluedo. Je sais pas si c'est vraiment Cluedo, mais vraiment, tu vois, tu as des personnages. Tu sais pas qui est. Enfin, qui possède cette somme d'argent. Tu sais pas si elle a moyen de l'avoir. Tu sais pas si quelqu'un d'autre l'a. Tu sais pas si. Comment dire, t'as des gens qui cherchent cette somme d'argent, il n'y a pas que elle qui la cherche. Non, c'est plutôt intéressant comme type de scénario. Il y a plein de petites idées dedans. Le film marche globalement bien et plutôt bien rythmé. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment devant. Euh, bon, bien sûr, l'écart d'âge entre Audrey Hepburn et Cary Grant est visible. Ça, c'était quand même pas mal le cas à l'époque, hein. Je Voilà, dis donc ça malheureusement, mais ouais. faut arriver à passer un peu ces trucs-là. Mais sinon, globalement, oui, on passe un bon moment devant le film. C'est J'avais très bien. bien un Il est en couleur truc. d'ailleurs. Oui, Mm. oui. Parce que j'étais en mode, du coup, c'est un film de Stanley Donen, et ça me disait Ouais, quelque chose, mais c'est le réalisateur de Chantons sous la pluie, en fait, quand même. d'accord. Et je viens de Et ben, il y a une regarder, en petite fait. référence dans le film à Ah, Chantons sous la pluie bah d'ailleurs. tu vois. Donc oui, Donc, donc pour dire que c'est quand même, voilà, si vous ne connaissez pas forcément le film Charade, c'est quand même, le réalisateur a quand même fait l'un des films peut-être les plus connus de tous les temps. Donc ouais, c'est. Est-ce qu'on retrouve un peu ce côté-là avec les couleurs aussi, parce qu'il y a quand même alors moi, j'ai tout un pas vu travail sur Chantons ça. sous la Oui, mais en tout pluie. cas, il y a quelque chose, peut-être t'as pas vu, mais en tout cas, il y a un travail sur évidemment les chorégraphies, sur les couleurs, sur les mouvements de caméra. Je sais pas s'il y a ça aussi dans, Bah, dans il y a Charade. pas spécialement il y a pas de chorégraphie Oui, bah, dans c'est pas Charade. musical, mais je veux dire, est-ce C'est qu'il y a peut-être vraiment un quelque autre chose qu'on genre. retrouve? Par contre, bah voilà, il y a une scène de douche, vous verrez. Euh, Ok. Voilà, donc je tease un peu, vous verrez. Non, mais le film, moi, je trouve qu'il bah, il fonctionne, quoi. C'est à la fois divertissant et à la fois plutôt bien écrit, mine de rien. Donc voilà, donc plutôt à voir, Ok, tu je recommandes pense. dans la Ouais, ouais, rétrospective Audrey Hepburn, du ouais, coup. ouais, complètement. Ok. Donc voilà pour Charade. Je sais pas si on avait mis le titre. Si, je l'ai mis le titre. Et ben du coup, on va passer au film suivant. Donc on va passer à ça enfin, du Ah, coup. ça, oui. Mais du coup, on est d'accord qu'on parle des deux d'un coup, hein. Et ben oui, on va parler des deux. On va Oui. parler ça, Donc chapitre un et 2. de Andrés Muschietis? Voilà. Muschietti? Mais on va quand même dire un peu Oui, ce qui les différencie. qui est différencié. Oui, oui, surtout que. Alors, moi, j'avoue que là, du coup, les films qu'on va parler là, de la rétro Stephen King, du coup, qui a l'Institut Lumière, j'avoue que c'est des films que j'ai vus à l'époque, enfin, quand ils sont sortis, quoi. Donc, ça, chapitre un et 2, j'avais vu le premier, je crois que voilà, je fais de mes souvenirs, j'avoue. Mais le premier, ça, j'avais des plutôt bons souvenirs. Euh, le seul truc, c'est que après, en revenant dessus, en y repensant, je trouve que c'est des films du coup qui sont vraiment dans cette mouvance en fait qui a lancé très clairement la série Stranger Things, hein. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais en tout cas de ce truc de Il y a un revenir avec des personnage films des années de. 80. Il y a un Oui, per- oui, en plus oui, il y a un acteur, ouais, je crois, mais dans la première partie du coup. Oui, dans la première Oui. partie, qui est là, le jeune à lunettes. Oui, voilà. Donc du coup, on est vraiment dans cette mouvance-là, complètement nostalgique des films des années 80, tout ça, et qui du coup est l'adaptation du livre de Stephen King, ça, qui avait, qui avait déjà pas mal marqué les gens, la première adaptation. Alors, je l'ai pas vu, je crois que c'était un téléfilm, mais pour l'interprétation de Tim Curry en clown. Moi, j'avoue, je vais dire un truc très perso. J'avais vu la bande-annonce sur Energy 12. Energy 12 n'existe plus en plus, hein, d'ailleurs. Quand j'étais très jeune, et ça m'avait absolument terrifié. Donc, il montrait la scène, la fameuse scène qu'il y a dans ça, chapitre 1. Je crois que c'est le début même. Qui est la scène dans les égouts. Dans les égouts, évidemment, où il fait tomber, je sais plus, genre Un, un ballon, un bateau en papier. un bateau en papier, voilà, c'est ça. Et qui, bah, évidemment, m'avait vraiment terrifié quand j'étais enfant, et je pense que c'est un peu le but encore de cette adaptation, quoi. C'est à la fois, bah, toujours Stephen King, souvent ça, c'est hante le film pour adultes parce que c'est l'horreur, mais en même temps, ça revient justement avec les clowns à comment dire, ces peurs primitives un peu de l'enfance et dont ce que peut être les clowns, parce que ça peut être une phobie, hein. Il y a des gens qui sont phobiques des clowns, hein, ça existe. La Euh, coulrophobie, je crois. ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, moi, je me rappelle que j'avais des plutôt bons souvenirs du 1.
Je vais te laisser parler après, mais par contre, je sais que j'avais des beaucoup moins bons souvenirs du 2. Je sais pas, toi, ce que tu peux nous en dire du coup, mais Oui, ouais. alors, déjà ça, chapitre 1, ça se situe dans l'enfance Oui, c'est ça. des protagonistes. Du coup, on va se retrouver avec pas mal de personnages, mine de rien. Oui, oui, bah, c'est toute une équipe quand même, ouais. Une sorte plein d'enfants qu'on va nommer dans le film les losers, parce qu'ils se font un peu, Des ouais, marginaux un peu dans le film, non? bah, en fait, c'est des losers parce que ils se font un peu aussi agresser par d'autres plus âgés, d'autres enfants, 3 enfants plus âgés. Et ces 3 enfants plus âgés sont vraiment très agressifs pour le coup. Les bullies, quoi. Vraiment, Ils sont limite aussi méchants finalement en termes de représentation que que le personnage de ça, quoi. Oui, Enfin, oui. et que tous les personnages un peu autour de l'horreur. On va se retrouver aussi avec chaque personnage va avoir une histoire familiale qui va être différente selon le personnage, mais qui leur cause à chacun un certain niveau de traumatisme pour des raisons différentes. Et du coup, sur cet aspect-là, premier film, bah, il fonctionne, même si je trouve qu'il a trop de personnages. C'est-à-dire ça, je pense que c'est lié, à mon avis, au roman, qui a déjà trop de personnages. Mais Et que pour c'est peut-être un moi, peu plus digeste dans un ouais, livre, c'est alors que ça. dans un film de je sais plus combien de temps il dure, mais peut-être que du coup, c'est un peu on sent que ça force un peu les C'est personnages ça. peut-être à Arriver à ouais. s'attacher à chaque personnage, à comprendre pourquoi ils sont là, ça crée bah, ça fait qu'il y a des personnages qui sont moins importants que d'autres Mmh. malgré tout. Et du coup, on n'arrive pas forcément, moi, à la fin du film, il y a 2 personnages que je trouvais assez proches dans leur traitement. Et du coup, j'ai pas réussi forcément à les différencier dans le premier film. Deuxième film, là, pour le coup, ça se passe dans le futur, Oui, 27 ans plus tard. OK, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le personnage de ça revient tous les 27 ans, globalement. Mmh. Donc Euh, avec un tout nouveau casting en plus, voilà. mmh. Donc là, on se retrouve avec des adultes. Là, c'est plus du tout centré sur les enfants. Et en fait, on va avoir comment il s'appelle déjà cet acteur qui joue dans X-Men, les anciens, dans McAvoy, voilà, je cherchais. Ah oui, James McAvoy, ouais. James McAvoy, donc on se retrouve avec James McAvoy qui joue un des personnages, je pense, les plus importants dans le film, Ouais, c'est vrai. parmi ce groupe-là. Et on se retrouve aussi avec l'idée en fait, on avait un personnage qui était un peu, qui était en surpoids dans le premier film, qui s'appelle Ben. Et là, par contre, dans le 2, ils se mettent à mettre un personnage qui est pas du tout en surpoids. Et Yo du coup, Marvin. c'est... Il y a Marvin, Ok. qui est dans le chat, Eh bien, bonjour de Marvin. Kinox. Et ben du coup, ce qui est assez étonnant, c'est que dans le deuxième, justement, il joue sur le fait que, ouais, il est super beau. Alors qu'en fait, Ah oui, ça crée du le coup un gros malaise cliché tout. de ah regardez en fait, maintenant il est super beau alors que, bah, Voilà. genre, il y a plus ce côté en mode, bah, on l'accepte comme il est quoi, un Puis il peu est plus aussi, gros, c'est etc. ouais, c'est ça. Mais il est torturé quand même par son Ouais, par passé, son tu vois. passé qui s'est fait bully et tout ça. Ah Voilà. OK. OK, salut Zig. Et donc, du coup, pour moi, 'fin, là où le 1 arrive à fonctionner dans son ensemble, Mmh mh. a des problèmes, mais c'est OK, quoi. Il y a des trucs Oui, c'est où ça. on Non mais je le ressent trouvais l'idée de pas parfait l'horreur. non plus, hein, mais on sent que ça marche bien comme divertissement, Voilà. horrifique, on va dire, c'est Ça ça. surfe quand même sur des clichés de l'horreur, mais Oui et qui OK. ont déjà été traités quoi en Et ça comédie surfe quoi. clairement sur des Oui, gros clichés de cinéma, on va pas se mentir. évidemment, Donc, ça, le premier, pourquoi pas, on va dire. c'est ça. Par contre, le deux, c'est quand même pas la même chose, hein. Le 2, déjà, il remonte des scènes du 1 à plein de moments. Oui, déjà ça, je trouve ça assez Et intéressant, quoi, il surtout y quand tu vu a, le 1, quoi, donc je pense qu'il y a il y a plus d'une heure dans le film dans lequel il va passer de personnage en personnage, donc des adultes, pour les remettre dans des situations qui créent un traumatisme chez eux. Mais c'est vraiment, on voit un personnage, on a sa situation traumatisante, on a sa scène ce qu'on avait horrifique, déjà un peu dans le 1, en voilà, fait, ce du qu'on a coup. déjà un peu Mais dans ils le sont 1. obligés de le Et refaire, pouf, on quoi. nous fait sur le deuxième personnage, etc. Et on fait ça sur tous les personnages. Donc il y a ça. Et en plus, le truc, c'est C'est que très répétitif, quoi, par juste rapport au avant 1, en ça, plus,
Juste avant ça, déjà, ça prend bien son temps. Je crois qu'il y a Xavier Dolan dans le film au tout Oui, début. au début, et que la Ouais, scène, je la trouve un peu gênante. Genre, c'était voilà. un peu. Et C'est un truc sur le. En plus, genre en mode qui se fait attaquer, mais parce c'est un qu'il est peu genre il est homosexuel, tu vois. homosexuel, du coup, il y a un truc Et on reparle homophobe. plus de ça On après. parle plus du tout d'homophobie dans le film, c'est juste là d'un coup un moment, et Voilà. c'est juste, ah, encore un trauma, quoi. Mais bon, c'est pas. Enfin, c'est juste survolé, quoi. Il y avait ça. Et Ouais. du coup, suite à ça, il y a, il y a une scène de restaurant où ils vont se retrouver tous les personnages parce qu'ils ont fait un pacte à la fin du 1 pour faire en sorte que si ça revenait, ils devaient s'attaquer à ça. Et du coup, ils se retrouvent tous dans un restaurant sauf un personnage. Donc je vais pas dire lequel, comme ça au moins je On spoil. laisse le Voilà. mystère. Et du coup, ils vont se retrouver à manger dans un resto, ils vont faire des vannes, machin, etc. Et du coup, le film va avoir plein de vannes un peu, j'appelle ça les vannes marvelisantes, tu vois. Le Oui. côté, on veut détendre l'atmosphère en faisant une vanne qui n'a pas trop d'importance dans le film, mais qui te sort un peu du film quand même. Ouais, parce qu'on n'est plus vraiment dans la même atmosphère en plus. Enfin, les Voilà. personnages paraissent pas naturels quand ils le disent aussi. Enfin, il y a un côté un peu Ça fait beau, forcé. ça fait lourd. Oui. Oui. Donc il y a tout ce côté-là. Et en fait, globalement, c'est du remplissage. Pour moi, c'est un film de remplissage. On a l'impression de pas voir un film, en fait, on a l'impression de voir un ensemble de contenus. Presque le premier film se suffisait à lui-même, en Et fait. le premier film se Presque, suffit pas. même si, dans l'idée de l'adaptation, on sait que bah, le livre de Stephen King, enfin, je sais pas si c'est en deux parties, mais en tout cas, il y a bien cette partie où ils sont plus âgés, où il revient, ça. Mais là, on sent que c'est vraiment ben, rien à voir. C'est très mal Mais c'est scénarisé. très. Oui, oui, en fait, ça n'aboutit pas à grand-chose et on dirait qu'il se répète, en fait, Alors, en du coup, plus. si c'est conforme au roman, bah peut-être que c'est le cas, mais dans ce cas, ben si tu fais une adaptation, normalement, il faudrait faire un scénario dessus, arriver à écrire quelque chose qui rende le média film intéressant. Mhm. Parce que dans Média Film, ça marche pas. Et moi, si c'est vraiment ça dans le roman, avec toutes ces scènes de remplissage, bah, je me dis, arrêtez-vous au milieu du roman, quoi. Enfin, vous avez lu le principal, je sais pas. Puis même, en fait, même moi, ce que je trouve intéressant, et je pense que ça, on peut en parler vraiment en plus avec Stephen King, parce que c'est un grand auteur, ok, mais je pense qu'il a fait aussi des livres pas si bons que ça. Tu vois, il y en a qui sont peut-être pas aussi bons que ça. Il en a fait beaucoup de livres. Et justement, en fait, quand tu as une matière où peut-être il y a des choses à améliorer, bah justement, avec le cinéma, tu peux essayer de faire tenter d'autres choses. Et là, si c'est extrêmement fidèle au livre, bon, bah ça va juste plaire aux fans hardcore de King, mais sinon, je vois pas ce que ça apporte cinématographiquement, ou même à des gens qui voudraient voir un divertissement un peu enfin, d'horreur comme ça, quoi. Bref, comme on pourrait dire du film Red is Dead, ce film est une merde. Oui, exactement. On va résumer sur ça, je pense qu'on est assez d'accord. Alors, ben Tu veux voilà qu'on pour finisse sur ça. ça, ouais. Je pense qu'on est. Non, on va Non, continuer vas-y, avec un autre film. On va finir sur ça, sur ça. Et on va passer au prochain film, donc toujours dans la rétrospective Stephen King, un film bah, qui est sorti la même année que ça, chapitre 2, puisqu'il s'agit de Doctor Sleep, qui est la suite en fait de Shining. Je sais plus si on en a déjà parlé dans l'émission, mais en tout cas, Doctor Sleep, ça se passe quand Danny, donc le personnage qui est enfant dans Shining, euh, est oui, Doctor Sleep. Vous verrez comment c'est écrit. Avec la bonne orthographe, en tout cas. Euh, et ben, Doctor Sleep, du coup, ça se situe au moment où on voit que Danny a été torturé dans sa vie par le fait d'avoir le Shining. Alors, ce qui est rigolo, d'ailleurs, pour parler de ça, c'est que le pouvoir du Shining, qui est présent pourtant dans Shining, donc le livre de Stephen King, et dans le film dont on entend parler, et qui pourtant n'est pas le centre du film, hein, dans Shining de Kubrick, De Kubrick, ouais. bah finalement, l'importance du Shining n'est pas trop mise en Ou valeur, je c'est trouve. un élément scénaristique dans le film, mais c'est C'est pas le centre. pas du tout le centre. Et on peut passer à côté du fait qu'il Oui. ait ce pouvoir qui lui permet bah, de prendre contact, quoi, tout simplement, dans le film, Hmm. hein, Bah plus justement, on qu'autre chose. parlait d'adaptation de Stephen King. Enfin, justement, on connaît quand même, enfin, c'est très connu que celle de Kubrick est très, très, enfin, en tout cas, assez éloignée du roman de base, quoi. En tout cas, il en a fait Mm. carrément de choses, ce qui a déplu à King, justement. Et que là, j'ai l'impression qu'on est quand même plus sur, en tout cas, cette suite en livre de Dr. Sleep est plus en raccord, en tout cas, Et avec le livre.
elle commence par le gros cliché de la musique. On t'envoie plein de moments, plein de références, Ah mais oui, par c'est contre, il y a plein de références au énormément premier. de références à Shining de Kubrick, C'est justement. ça. Et du coup, le film, il va sans cesse revenir à ces références, et pourtant, bah, en réalité, son scénario a rien à voir. Oui, rien à voir. Franchement, quand on a vu Shining et qu'on commence à voir ce film, on essaie de nous attirer par la musique, puis après, directement, on nous montre le scénario de Dr. Sleep qui nous présente un antagoniste qui est une femme, globalement, avec un ensemble d'autres personnes. Donc, c'est la bande de potes. Ça fait un peu bande de potes avec beaucoup de potes, un peu comme dans ça, finalement, où il y a beaucoup de potes ensemble et qui sont peu travaillés. Et les autres personnages, à part cette femme-là qui est plus travaillée, mais Oui. les autres sont très Tu peu parles de travaillés. la scène d'intro, c'est ça? Non, vraiment dans tout le film. Parce que moi, Enfin, je me rappelle surtout que c'est sur Ewan McGregor, non, le personnage oui, mais en fait, principal. Ewan McGregor, t'as une fille Oui, qui une est en petite relation fille, avec lequel c'est elle a ça? le Shining. Oui. Et en fait, il y a une autre, il y a des gens qui sont des. Ça fait presque un film de vampire dans le film, mais c'est pas des vampires, mais c'est sous le même principe, qui vont s'attaquer à des jeunes Oui, oui, c'est ça, ouais. Ok, globalement oui, oui, je m'en rappelle, ouais. pour récupérer leur Shining globalement. J'ai un Donc, peu il tout spoilé, s'attaque hein, désolé. à Mais- cette fille précisément parce qu'elle l'a et du coup, C'est ça. enfin, on se focalise surtout sur elle et Ewan McGregor qui est du coup, on est d'accord que c'est de l'enfant Oui, du c'est premier Danny, Shining, c'est c'est ça. Danny qui a grandi et que du coup, Ouais. c'est pour ça qu'il a ce lien aussi avec elle parce que ils ont le Les deux ont Shining tous les Shining. deux en fait. Oui, oui, c'est ça. Et du Euh, coup, il y a ces autres personnages essayent de voler le Shining pour vivre, pour être presque immortel, tu vois. oui. Donc les antagonistes sont comme ça. Et ça fait vraiment la bande d'antagonistes ultra clichés des films Oui, oui, oui. de films d'horreur un peu de série B, tu vois. En plus, je sais pas, mais dans leur représentation, il y a un truc que je trouve un peu comique parce qu'on dirait, genre, que c'est un peu genre une sorte de communauté à part. Tu sais, enfin, ça pourrait être un peu réaliste en fait, si t'enlèves le côté enfin, horrifique et tout ce côté voilà, de Shining et tout. C'est juste que dans leur look et tout, je trouve qu'il y a un côté un peu en mode, on dirait des personnes qui vivent avec la nature, des trucs comme ça. Enfin, il y a un côté un peu cliché sur ça, enfin, je trouve, dans leur look, que je trouve un peu drôle parce que du coup, c'est assez bizarre, je trouve, mais c'est pas inintéressant. Mais ça souffre du fait qu'il y a trop de personnages Mais déjà aussi, hein. oui, oui, encore une fois, bah, comme on disait sur ça aussi, hein. Après, je crois voilà, c'est un lien avec, je pense, les livres de Stephen King quand même. Il aime bien quand Oui, même je faire, pense. voilà, enfin, des livres, enfin des œuvres où il y a une multiplicité de personnages et de communautés et tout ça. Euh, Moi, en fait, là, je le fais vraiment à partir de mes souvenirs parce que ça fait vraiment un moment que je l'ai vu. Mais moi, je me rappelle justement par rapport à ce que tu disais sur le lien avec le film de Kubrick. En fait, je trouvais qu'il y avait vraiment un problème entre l'adaptation de Dr. Sleep, le livre, et du coup qu'il a l'air d'être fidèle au livre, et en même temps de vouloir toujours sans cesse faire des références Pour être dans la au film continuité, de ouais. Kubrick pour avoir une sorte de continuité qui fait qu'en fait, je trouve le film vraiment entre deux chaises, quoi. Genre, Ouais, il mais n'arrive jamais à faire l'un ou l'autre. Enfin, genre, mais- à rallier les deux, c'est vraiment genre soit l'un, soit l'autre. Et du coup, je vais essayer de pas trop spoiler, mais la fin, je la trouve vraiment ratée, je trouve, parce que là, il va à fond dans le côté genre, ouais, ouais, on est donc dans le Kubrick, quoi. Sauf que enfin, ça marche pas de faire revenir tout ouais. ça à fond et de faire, pour moi, enfin, c'est Mais du fan d'ailleurs, service, on dirait du fan service, tu vois. d'ailleurs, on voit à quel point le film est malade dans le sens où il va nous montrer des scènes qui sont du premier film. Et vu que ils avaient Oui, il les besoin pour remet le en film, scène en plus. alors en fait, il y a des scènes, c'est les mêmes Oui, exactement. mais Donc qui on voit. refait, genre Non, non, qui. des fois, qui Ah refait ouais? pas. Il y a des Parce que scènes moi, je me où. rappelle qu'il y avait des scènes où Ouais. qui refaisaient pareil, mais genre avec d'autres Ouais, acteurs oui, ou des c'est trucs ça. comme ça. J'étais Alors, il y a ça. en fait, il y a les scènes qui n'ont pas été tournées dans le premier, où il prend des acteurs Mm. pour pouvoir faire ces scènes-là et que ça calque au C'est ça. personnage de Danny Petit avec sa Mm. mère. Et il y a des scènes, du coup, qui existaient dans le film, qui va remettre telles quelles. Ouais, parce Et qu'il y a du la coup, tu vas scène avoir un mélange entre de ces la salle scènes. de bain, par exemple, je crois qu'il remet, non? Oh, la scène de la salle de bain, elle est Enfin, plein de fois dans le film. oui, alors, enfin, justement, en fait, moi, ce qui est dommage, c'est que
Bon, bah, pour, quelqu'un qui a pu avoir été marqué par justement cette scène qui est l'une des scènes les plus marquantes de celui de Kubrick, on dirait presque qu'il je trouve attention, je vais faire une métaphore, il enlève le Shining à la scène, tu vois? Il aspire en fait le toute l'énergie qu'il y avait dedans et que ça le dévitalise et que ça rend le truc plus du tout flippant, je trouve, à la fin, en fait. Enfin, du coup, juste en remettant à chaque fois ces références et absorbant tout ça, bah, je trouve qu'au final, le film fait plus très, très peur, quoi, Bah, et déjà que les antagonistes, pour moi, sont pas très, très flippants, quoi. Enfin, il y a un truc, en tout cas, je trouve assez cliché, comme on disait, ben, je trouve que là, le, ça le- se perd, quoi. le film n'est pas complètement sans intérêt. Il Non, essaye de non, faire un non. truc, mais je pense qu'il pouvait pas vraiment réussir en voulant faire ce qu'il fait. Bah, le projet de base est Mm, casse-gueule, hein, je C'est trouve, ça. hein. J'avais déjà peur avant de le voir le film parce que je me disais: «Comment il va faire Et, pour faire et une suite à finalement, Shining, quoi?» et finalement, est-ce qu'il s'en sort pas si mal par rapport à ce qu'il devait faire? Mmh. Peut-être, mais ça en fait pas un bon film. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, je me rappelle même que pendant le film, là, c'est un truc qui me revient, mais en fait, quand on était sur parce qu'il y a toute une partie où on n'est plus du tout dans les refs à Shining direct, mais tu sais, genre vers le milieu du film, on est vraiment dans cette histoire avec, enfin, en tout cas, plus de refs au Kubrick, quoi. Où du coup, on est tout le truc avec la petite fille, qui a une sorte de, hem pas mal la ref. Tu sais, genre, un peu de course-poursuite un peu entre cette communauté et cette petite Oui, fille. c'est vers la fin Je du film, ouais. trouve que ça marche plutôt bien. En tout cas, il y a un truc où Oui, tu mais par t'accroches un peu à contre, l'histoire, sauf qu'après, bah, ça se casse la gueule, quoi. ça fait Genre, vraiment ce genre de film de série B, voire d'épisodes de série oui, où, totalement. ben, on a introduit 15 milliards de personnages, donc vu qu'on les a pas travaillés, ben, pour en dézinguer 15 d'un coup, tu vois, enfin, il y a ce genre de Oui, truc. oui, c'est vrai. Mais en tout Et cas, je bon, trouvais que, tu vois, genre, si c'était uniquement sur ça, le film aurait pris ce parti en mode: «On fait un truc qui a un lien avec Shining de Kubrick, mais on s'en détache». Pourquoi pas? Genre, ça aurait été une honnête série B, justement. Mais le fait qu'il fait toujours ramener ça et qu'à la fin, c'est le festival littéralement de ça, ça m'a vraiment, sorti du film. Moi, je me rappelle, ça m'avait même un peu énervé, quoi, de toute cette, surenchère, en fait, qu'il y a dans le film. voilà, donc du coup, Doctor Sleep, On recommande pas trop. mmh, par curiosité, vous Par pouvez aller le voir. curiosité. Ouais, ouais. Quand même, parce que là, c'est on dit notre avis, mais c'est quand même toujours bien de se donner sa propre Oui, avis. oui, Après, il y a d'autres films, largement d'autres films d'adaptation de Stephen King qui sont plus intéressantes. On en a déjà pas mal parlé totalement, ouais. ben, ici, donc n'hésitez pas à voir les émissions Mmh. précédentes pour ça. Ouais. Je recommanderais évidemment, c'est cliché, mais Carrie de Palma, pour moi, Ca- personnellement, c'est une qui des est le premier film meilleures. d'ailleurs. De quoi? De la rétro? De De la tout, première ouais, adaptation de Stephen King, c'est Carrie, parce que c'est la même année que la sortie de Carrie, justement. d'accord. Et c'est ce qui a permis aussi à Stephen King de Ah, se faire connaître ouais. par ça. Ben, non, je dis juste ça parce que, en gros, c'est peut-être pas assez connu, mais Stephen King lui-même, pour le coup, là, a approuvé le film. Il a dit que même, que le film de Palma était mieux que son livre, en fait, ce que je suis d'accord avec lui. J'aime bien le livre de Stephen King, mais on va dire que justement, là, il y a une vraie adaptation dans le sens où, il va plus loin que ce que le livre, fait, quoi. Et que justement, c'est une bonne adaptation cinématographique parce que aussi ça trahit quelques trucs, mais ça retransmet quand même, la base de ça, en tout cas l'émotion qu'il y a à la base. Et que je trouve que ça se perd pas comme d'autres films dont on a dit dans, plein d'autres sujets ou plein d'autres, personnages ou quoi. Voilà, Donc, on va potentiellement maintenant arriver à la fin de c'est ça. l'émission. C'était pour finir sur une bonne note, tu vois, que je Voilà. je je parlais de ça. Est-ce que tu as envie de dire des trucs, notamment sur Kinox ou pas, ou on se reste sur ça? Je sais pas, je crois qu'il y a eu alors, Yazi qui pourra peut-être, dire dans le chat, il y a eu une séance, du 1er Justine Triet qui est passé là, là cette semaine. C'est Voilà, lequel, le premier Justine c'est, Trier? peut-être qu'elle va pouvoir me le dire, C'est pas j'ai oublié. Sibyl, c'est avant, du Non, non, coup? non, c'est, ah merde, j'ai oublié. C'est La bataille de Solferino. Ok. Voilà, c'est ça. Ah, je l'ai pas vu. Qui est le 1er film avec Vincent Macaigne, qui est complètement fou dans le film. Ouais, voilà. Hem et que du coup, voilà, il y passait et voilà, c'était juste pour dire que c'était intéressant quoi qu'il était passé parce que Bah, cool. c'est un film, je pense, à revoir quand on vient de découvrir Justine Triet qui vient d'avoir sa Palme d'Or, tout ça. Parce que c'est un film, très ancré, politiquement aussi, parce que c'était, justement pendant l'élection présidentielle de François Hollande. Mais en même temps qu'il y a toute une réflexion, sur, les, comment dire? La complexité des relations de couple, hétérosexuels, et justement comment dire? La toxicité parfois, des hommes. Et oui, comme tu dis Zig, il y a aussi un 48 heures qui se fait, ce vendredi.
Donc Donc c'est un 48 heures, c'est concours un concours de sur 2 48 jours. heures, voilà, c'est ça, de réaliser un film en 48 heures. Donc je conseille à toutes les personnes qui veulent tenter le coup de le faire. C'est voilà, il y a pas de jugement, enfin, on va dire, c'est voilà, on s'amuse à faire des films, quoi. Et oui, prochain film, ça sera un film africain qui va passer dans 2 semaines, j'imagine, qui s'appelle, Yaba, que je conseille, qui était à la rétro, Cinéma d'Afrique, enfin, je sais plus Oui, trop qui comment ça est à s'appelait, l'Institut à Lumière l'Institut aussi. Lumière. Voilà, si vous l'avez raté là-bas, je conseille de venir. C'est gratuit et ouvert à tous. Et sur Lyon, on va avoir Festival Quai du Polar bientôt, qui va Ouais, démarrer. c'est vrai. Et on va avoir dans le mois prochain les hallucinations collectives qui va aussi Ouais, arriver. ouais, et il y a aussi, un festival au Zola qui est sur les films d'Amérique latine Les, aussi. les reflets Reflets ibériques et ibériques, voilà, c'est ça. Donc voilà, il y latino-américains. a il y a pas mal de trucs qui vont arriver. J'ai très hâte évidemment des hallucinations collectives, j'y serai, en tant que bénévole normalement. Donc je vous conseille tout ça aussi, Et ben, si vous êtes dispo. on vous dira plus de choses sur tous ces films et sur tous ces festivals quand on aura vu des films de leur sélection. Et du coup, on va On potentiellement va se finir quitter là, sur je ça. crois. Et du coup, est-ce que tu peux me dire de comment s'appelle l'émission? L'émission? Elle s'appelle? Ah! Je crois qu'elle s'appelle Coupé!